Le Club 1906, l'émission 100% Racing en podcast. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans le Club 1906 LCR. On est là pour une heure pour décrypter ce qu'il s'est passé hier soir du côté de la Méno. Qualification en demi-finale de la Coupe de France. Ça sert à rien de faire des intros trop longues à la Dorian Faucherand. Il est absent, on va faire court, concis et on va passer tout de suite au plateau d'exception qu'on a ce soir avec d'un côté Jean-Philippe Sabot. Salut JP. Salut, bonsoir tout le monde. Comment vas-tu ? Bien, en forme. T'as l'air fatigué. Un petit peu. Ouais. Beaucoup de travail aussi. Pas le mercredi. C'est pour ça que t'es fatigué. Mais non, ouais, en ce moment, on enchaîne avec les matchs, les entraînements et le travail un petit peu aussi. Et voilà, ça va aller crescendo, mais il y a les beaux jours qui arrivent, donc ça fait du bien. Ça va faire du bien, effectivement. Exactement. À côté de toi, Maxime Brenner. Salut John. Comment vas-tu ? Très bien, merci. Tu es le Très bien, seul très à bien. représenter l'équipe du 1906. Effectivement, On ouais. n'a que des consultants, mais vrai. d'exception ce soir. C'est bizarre, je suis plus impressionné ce soir que quand je suis avec Julien et Momo, donc je sais pas. Le tacle glissé, attention parce qu'ils vont pas te louper Ah oui, la c'est prochaine vrai, émission. c'est vrai, Parce c'est vrai. que Je leur fais un bisou quand même. C'est gentil, en tout cas on est content de te revoir parmi nous. En face, José Guerra. Comment vas-tu ? Très bien, merci. Tu étais à la Méno hier soir. Après une qualification donc, pour les demi-finales, parce qu'on n'a pas vu ça depuis belle lurette. Donc, Depuis 25 ans. 25 ans, ouais. donc voilà, ouais, ravi d'être là et puis de revoir Max parce que C'est gentil. je l'ai vu grandir avec mon fils, donc C'est vrai, c'est vrai. ça fait toujours, c'est toujours sympa de le revoir. Je croyais que tu allais dire je suis content de revoir Max parce que c'était un grand joueur de foot. Mais non, pas du Oh. tout. Là, tu parles pas de Non, football. Ah, mais là on parle pas foot. Ah, Ça, c'est au-dessus. En tout cas, juste avant, à quelques secondes, vous l'avez pas entendu parce qu'il y avait le générique d'intro, juste avant le début de l'émission, tu as souligné déjà un premier débat, c'était l'ambiance hier soir à la Méno, que tu as trouvé très bonne, mais on y reviendra. Je vais te donner la parole dans quelques C'est un instants. grand mot, hein. Je l'ai trouvé par moments retrouvé, Ok. on va dire. À côté de toi, c'est la première fois qu'il est sur notre plateau, on est très heureux de le retrouver. C'est quelqu'un que tu connais, José, c'est quelqu'un que tu as côtoyé également, JP. C'est Sébastien Roy, ancien adjoint du Racing Club de Strasbourg, au centre de formation également. Voilà, un CV long comme le bras, passé chez l'ennemi du côté du FC Metz, mais on t'en veut pas parce que avec tout ce que tu as fait du côté du Racing, Personne n'est parfait. effectivement. En plus, sérieusement, comment vas-tu ? Écoute, ça va. T'as vu, tu suis la saison du Racing. Oui, j'essaye d'aller au maximum de matchs dès que je suis dans la région. Donc, j'ai vu, on va dire, 70% des matchs. On va rester juste chez toi quelques instants, Seb, pour que tu nous parles un petit peu de ta carrière, de ce que tu as vécu ces dernières années. On rappelle que tu étais à Strasbourg en tant qu'entraîneur adjoint de 2011 à 2021, si j'ai pas de bêtises. C'est bien ça. Tu étais un peu au centre de formation juste avant. Oui. Et ensuite, tu es parti du côté de Metz quand Julien Stéphan est arrivé, que le contrat s'est arrêté du côté du Racing. Oui, c'est ça. J'ai fait 3 années à Metz, avec une première année avec Fred Antonetti, que vous avez aussi connu Effectivement. ici, puisqu'il a participé au sauvetage sur la Grandement, d'ailleurs. Sur l'année 23-24, je pense. Alors, la saison, Ouais. mais c'est ça, je crois, juste avant l'arrivée de Patrick Vieira. Voilà, Tout à c'est fait. ça. Et puis après, j'ai travaillé 2 ans avec Laszlo Bologna. Et puis l'année dernière, j'étais parti sur Martigues avec Thierry Lauré, que j'ai retrouvé. Donc ça s'est un peu moins bien passé, mais c'est le football. Avec Thierry Lauré, toujours, donc finalement, c'est une histoire d'amour qui dure avec Thierry Lauré. Ouais, bah écoute, pour l'instant, malheureusement, on est tous les deux hackés, donc Ouais, c'est... l'histoire d'amour, elle dure, mais chacun de son côté. Ça peut arriver aussi des fois. Voilà. Messieurs, dames, on va passer tout de suite au débrief de la rencontre de hier soir. Je vais revenir de ce côté avec JP, un Racing Club de Strasbourg qui a ultra dominé cette équipe rémoise face à une équipe qui a tout simplement refusé le jeu. Qu'est-ce qu'on retient d'un match comme celui-ci ? En première mi-temps, ce qu'on retient, c'est la domination et après le manque d'efficacité aussi devant le but. Pourtant, on arrive à se créer les occasions. C'est vrai que c'est dur de jouer devant un bloc bas, surtout qu'il venait d'affronter Lyon et Lens qui avaient ouvert le jeu. Donc c'était un bloc bas. Mais le Racing, je pense, a créé beaucoup de mouvements, s'est créé pas mal d'occasions. Donc ça, c'était bon signe pour la deuxième mi-temps. Et après, même s'ils ont mis du temps à ouvrir le score, moi je ne les voyais pas perdre ce match. Et en face, il y a eu, on le reviendra, l'arrêt de Penders qui change aussi un petit peu la donne. Mais même s'ils se prennent un moment ce but-là, je pense qu'ils avaient la possibilité et ils allaient réagir positivement. Le match était bon et surtout qu'il y a eu pas mal de changements aussi un petit peu. Et on voit que l'esprit du jeu reste.
Donc je trouve que c'était plutôt positif. Ouais, dans les grandes lignes, hein, bien évidemment, ce match hier soir, Maxime, toi qui étais également à la Méno. Oui, il a déjà dit beaucoup de choses, JP. Si je pouvais rajouter, parce que forcément ça a fait beaucoup de bruit et pas mal de buzz avec cette première titularisation du jeune Jessim Yacine qui a vraiment fait lever la foule hier soir. On a vraiment hâte de le revoir dans d'autres conditions, mais ça sentait un peu le match piège. On n'arrivait pas à trouver la faille. Sans cet arrêt effectivement de Penders, le match est complètement différent. Ça peut être vraiment le traquenard à plein nez, mais on arrive derrière à marquer sur penalty. On reviendrait aussi, je pense, là-dessus sur cette histoire de penalty avec les attitudes de différents joueurs, mais l'essentiel est là. On est en demi-finale et j'espère que cette demi-finale sera chez nous à nouveau, parce qu'effectivement la Méno a vibré hier soir. Et on a connu mieux encore en termes d'ambiance, mais c'était intéressant. Et surtout à chaque fois quand on marque, quand on crie Panicelli, honnêtement, je pense que si on est le joueur même, ça doit être assez kiffant. Sans doute, José, sur l'analyse globale de cette rencontre. Je crois qu'on a fait l'essentiel, c'est la qualification. Après, au-delà de ça, je trouve qu'on a été plutôt, que l'équipe a été plutôt performante, même si elle n'a pas été efficace par moment. C'est très compliqué de jouer face à des adversaires aussi regroupés, avec une ligne de 5-4-1 qui se transforme des fois à une ligne de 7. Et effectivement, la présence de Yacine a permis de déstabiliser cette défense, parce que c'est ce genre de joueurs aussi qui peuvent faire la différence. Même si j'ai regretté qu'on n'ait pas eu plus de mouvements, notamment dans l'axe, pour pouvoir faire plonger des milieux de terrain, parce que quand on joue face à un bus qui est collé devant le but, c'est toujours plus compliqué. Et dans cet aspect-là, Barco, qui d'habitude se projette beaucoup plus, on l'a vu beaucoup moins. Et c'est dommage, parce que c'est dans ce genre de match, avec les décrochages de Panicelli, on aurait pu permettre éventuellement à des joueurs qui venaient du milieu de terrain pour utiliser ces espaces-là, mais c'était vraiment très compliqué. Après, on n'a pas été vraiment mis en danger, en dehors de ces deux occasions qui se créent après nos 3 poteaux, quand même. Hein. Donc, on savait que ça allait se décanter, ça s'est décanté sur des pénaltys. Mais moi, je te rejoins, JP, je pense que j'ai jamais été inquiet, même plus le match avançait, on n'était pas très inquiet. Parce que cette équipe était quand même inoffensive pendant longtemps. Sébastien, ton avis? Non, je rejoins un petit peu le sentiment de tout le monde, où tu as le Racing qui avait quand même le match en main une grande majorité du temps, notamment en première mi-temps, où tu as quand même 3-4 grosses occasions avec 2-3 situations où tu dois arriver au moins à ouvrir le score pour te rendre le match un peu plus facile, mais après c'est toujours le cas de ce genre de match. Tant que tu ne mets pas le premier but, tu restes à la merci d'un coup de pied arrêté, ou tu restes à la merci d'un contre, et tu restes toujours sous la menace de l'adversaire. Moi, je pense que Reims, pour les avoir vus quand même beaucoup de fois cette saison aussi, ils ont fait un plan de jeu particulier pour ce match-là, parce que d'habitude, c'est quand même une équipe qui produit du jeu et qui joue plus haut, mais voilà, l'entraîneur avait fait un choix sûrement par rapport aux caractéristiques de ses joueurs aussi, et par rapport bien sûr aux forces de Strasbourg. Et voilà, d'après moi, il essayait de faire durer le match, parce qu'il avait un banc qui était capable, peut-être sur la fin de match, avec quelques joueurs offensifs, de pouvoir lui amener un peu de sang-frais et un peu de profondeur et de percussion. Et on voit qu'à partir de la 60e, 65e, ils sont mieux. Et c'est dans ce quart d'heure-là où il se crée une grosse occasion par Sekine. Et ils ont 2-3 sorties de balles aussi qui, en étant un peu plus juste, peut les amener au bout. Maintenant, ils n'en ont pas profité. Et tant mieux pour le Racing, qui a réussi derrière à plier le match par des pénaltys. Mais pour avoir des pénaltys, il faut se les créer. Donc, 3 pénaltys provoqués hier, un qui a été annulé par la VAR à juste titre, puisque Yacine, même s'il aurait pu l'obtenir, mais on y reviendra. D'ailleurs, c'est vu des jugés. Après, un carton jaune pour simulation. Messieurs, dans l'ordre de ce qui s'est passé dans la journée hier, en termes d'information, quelques heures avant le coup d'envoi, on apprend l'absence de Diego Moreira pour plusieurs semaines. Le joueur souffre apparemment d'un problème aux adducteurs, à voir maintenant ce qu'il en est. Il va devoir repasser un scanner. Quelle importance ça a sur un match comme celui-ci quel impact ça peut avoir l'absence de Diego Moreira? Qui veut se lancer là-dessus? Après, c'est un joueur qui a un gros impact dans la profondeur, qui provoque tout le temps dès qu'il a la balle, qui va très vite.
Et là, on a vu qu'il a été remplacé par Yacine, qui a un panel totalement différent. Mais voilà, donc Moreira, je pense qu'il crée aussi de la crainte sur les latéraux. De l'autre côté aussi, on avait Godot. Oui. Des deux côtés, c'était des provocateurs. Et ça va peut-être manquer sur la fin de saison ou sur le mois manquant de ce joueur-là. Mais c'est quelqu'un qui crée tout le temps et dès qu'il a la balle, il va vers l'avant et il crée une différence à chaque fois qu'il prend la balle, quoi. À chaque prise de balle, tu vois qu'il crée quelque chose dans le jeu. Alors Jessim Yacine peut-être va le faire, hein, il a des qualités mais totalement différentes. Ouais. Est-ce que le coach va choisir cette option ou une autre? Ça, après, c'est lui seul qui le sait. Au niveau de l'équilibre offensif, ça t'inquiète, toi, Maxime? Pas forcément l'équilibre offensif, mais l'équilibre en général, parce qu'il a un profil vraiment box-to-box où il peut justement, il a cette capacité à défendre, à donner un coup de main à son défenseur, mais aussi à se projeter. Et c'est là où on attend justement le jeune Jessim Yacine, où il a ses qualités offensives, il n'y a rien à dire, mais forcément défensivement, je pense que ça va être plus compliqué. Il a un peu plus le profil à Bakwa dans ce registre-là, mais il doit effectivement s'épaissir physiquement. Donc pour moi, il n'arrivera pas à remplacer Moreira. Il y aura un atout offensif supplémentaire, mais défensivement, c'est vraiment là on va l'attendre, et notamment sur l'aspect aussi un peu tactique, on a moins le ballon, donc à voir. Mais c'est sûr qu'il va nous manquer Moreira, parce que pour moi il était au sommet de sa forme actuellement, surtout avec la répétition des bonnes performances. Ouais. C'est bon, on en parlait un petit peu avant le début de l'émission, sur ce qui est demandé par Gary O'Neill à ses joueurs. On s'inquiète d'une potentielle fatigue parce qu'il va y avoir un gros enchaînement de matchs. Perdre Diego Moreira à ce moment-là de la saison, est-ce que c'est inquiétant avant justement d'enchaîner des rencontres tous les 3 jours là? Inquiétant, oui et non, mais forcément ça va avoir un impact parce que tu perds quand même tes joueurs majeurs de l'équipe. C'est vrai que c'est ce qu'on disait un petit peu en off dans l'émission. Depuis qu'O'Neill est arrivé, ça ne tournait pas beaucoup parce qu'il jouait un match par semaine et on avait l'impression justement que les joueurs avaient retrouvé du jus et des jambes par rapport à un mois de novembre et décembre difficile, qui était dû, d'après moi, aussi à l'enchaînement des matchs tous les 3 jours, parce que forcément, quand tu joues tous les 3 jours, la récupération est plus compliquée, parce que même si tu ne joues pas, tu prends les heures de déplacement en même temps que les autres. Quand tu rentres en milieu de la nuit et que tu t'entraînes le lendemain, tu n'as pas une même charge de travail que les équipes qui jouent qu'un match par semaine. Donc toutes ces petites choses-là font qu'à un moment donné, physiquement, pour les joueurs qui jouent, mais même pour les joueurs qui ne jouent pas, il y a quand même une fatigue qui s'installe. Et tu as aussi la fatigue mentale, parce que quand c'est vrai, on n'en parle pas beaucoup de ça. Mais... Ce que les gens n'imaginent pas, c'est que quand tu es sur le banc, déjà tu t'échauffes souvent pendant 45 minutes, même à Strasbourg un peu plus, parce que souvent à partir de la 20e, tu pars t'échauffer. C'est vrai. Et même si tu ne rentres pas, tu as une fatigue mentale, parce que tu vis le match avec tes coéquipiers, tu espères quand même rentrer, donc tu te prépares et tu te mets en condition pour jouer. Et puis, après le match, tu as soit le retour, soit quand tu rentres chez toi, JP le sait bien, hein, quand tu es joueur, c'est pas facile de dormir après un match. Ouais. Donc, tu as une nuit qui est... Quand tu n'as pas joué, tu es frustré. Et quand tu as l'adrénaline... Voilà. Non, mais il y a tout ça qui rentre en compte, c'est vrai. Et puis, jouer tous les 3 jours, c'est totalement différent que jouer un match par semaine. Après, ils ont l'effectif aussi pour tourner. Il faut que le coach veuille faire un turnover. Mais je vais y venir sur cette question. Voilà, mais ils ont l'effectif pour tourner et pour avoir un panel de joueurs différents, mais ils ont l'effectif exprès pour jouer tous les 3 jours. Hein. José, toi, tu es inquiet de cette absence de Diego Moreira pour les prochaines semaines à venir? Alors, inquiet, c'est toujours pareil. Hein, quand dans ce milieu, il y a suffisamment de joueurs aujourd'hui justement pour combler quelques absences. Mais l'absence de ce garçon, elle va au-delà du joueur, c'est plus l'homme. Parce que je pense qu'il a un certain poids quand même dans le vestiaire. C'est un leader naturel sur le terrain. Et après, c'est son profil. Et je rejoins Max, parce qu'on n'a pas énormément de profils dans l'effectif qui sont capables de travailler sur tout le couloir. C'est un garçon qui a joué plus bas, qui aujourd'hui joue de nouveau plus haut. Il a joué à gauche, il a joué à droite, donc il a ce côté... Il a un cardio hors norme. Il a une polyvalence quand même qui est très intéressante. Et il a un gros cardio. Et il travaille beaucoup plus en percussion, d'accord ?
on ne peut pas comparer aujourd'hui, il ne faut surtout pas comparer à Yacine parce que c'est deux profils complètement différents. Pour moi, Yacine, il faut l'utiliser quand tu joues, que tu as tout le temps le ballon et que tu joues dans les 35 derniers mètres. Il faut trouver des solutions sur les dribbles pour arriver à faire des différences en 1 contre 1 comme il a très bien fait hier. Alors que Diego, on va plus l'utiliser, il va venir de plus loin, il aime les espaces et c'est là qu'il est très très bon en percussion. Donc bien sûr que le profil qu'il nous présente aujourd'hui, j'en vois pas à part un mot, mais ça serait bien qu'à un moment donné, il sorte de sa coquille. Mais sinon, je vois pas de joueurs du même profil. Donc je suis pas sûr que Yacine soit le remplaçant idéal. Maintenant, les matchs qu'on va jouer dans les prochains temps, c'est aussi des matchs où on va jouer contre des équipes regroupées. Donc là, j'entends qu'il peut peut-être apporter justement une touche qu'aujourd'hui on n'a pas dans le 1 contre 1. Messieurs, tour de table, question très directe. Est-ce que vous êtes déçus du turnover effectué ou non effectué par Gary O'Neill? Parce que ça a quand même donné lieu à des débats assez enflammés, que ce soit dans notre groupe, que ce soit sur le plateau, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur Direct Racing. On le voit, hein, c'est un énorme reproche qui lui est fait. Est-ce qu'on peut lui en vouloir depuis son arrivée de ne pas avoir fait tourner JP? Alors, de ne pas avoir fait tourner en début de match, non, parce qu'il a son équipe et elle a des résultats, elle fonctionne. Donc là, non. Après, de faire un peu plus de changements au cours du match, je pense que ramener de la fraîcheur, ça aurait pu faire quelques différences, peut-être contre Lens. Voilà, j'étais au stade et j'étais vraiment au bord du terrain et je les ai sentis un petit peu émoussés sur la deuxième mi-temps. Donc c'est pas changer le 11 de départ pour moi, mais c'est faire plus de changements au cours du match. Je viens chez toi, Seb. Justement, quand Gary O'Neill dit sur le match face à Lens, on revient rapidement dessus, hein, mais une des raisons principales pour laquelle il n'a pas rentré un joueur comme Jessim Yacine qui était titulaire hier, c'est qu'il ne le sentait pas prêt, que c'était un match un peu dangereux pour lui et que Nanassi n'allait rien apporter. Est-ce que c'est quelque chose d'entendable? Toi qui étais au sein d'un groupe, tu sais comment ça fonctionne. Est-ce que c'est un peu risqué ce qu'il a fait? Non, je pense que s'il l'a fait, c'est qu'il était convaincu que c'était la meilleure solution pour l'équipe. Et que, après, par rapport à faire tourner, pas faire tourner, je pense que c'est un faux débat. Je pense qu'il faut prendre en considération aussi que Gary O'Neill arrive en pleine saison. Il arrive à un moment donné de la saison où il n'a qu'un match par semaine. Et je pense que la meilleure façon de mettre son plan de jeu en action, c'est aussi de donner du temps de jeu à ceux qui pensent le plus utile pour arriver à décrocher des objectifs en fin de saison. Quand tu arrives en début de saison, tu as la préparation, tu as tes 5-6 semaines, voilà, tu peux mettre... Mais lui, il n'avait pas de temps. Et il arrivait dans une période en plus où le Racing n'était pas forcément très bien en termes de résultats. Même pas bien, hein, voilà, on peut le dire. Hein. Je pense qu'il a voulu mettre certains cadres aussi face à leurs responsabilités et surtout leur donner tout de suite le projet de jeu qui est quand même différent de Rosenior, parce qu'il a quand même un jeu qui est beaucoup plus vertical, il y a quand même un petit peu moins de pressing haut, il y a moins de 1 contre 1 sur tout le terrain. Voilà. Donc il y a des choses, il y a des adaptations à faire aussi pour les joueurs. Et donc je pense que c'est à travers les matchs qu'il a pu mettre en place son plan de jeu. Maintenant, c'est vrai qu'on va rentrer dans une série où il va y avoir beaucoup plus de matchs et c'est là où il va falloir voir comment il va gérer cette situation. Mais moi, je pense que justement, en ayant donné du temps de jeu quand même à ses cadres, le fait de faire 2 ou 3 ou 4 changements par match maintenant, il aura quand même une ossature qui aura sa philosophie de jeu bien en place et les nouveaux vont rentrer, d'après moi, sans souci dans ce cadre-là. José, sur la page Facebook Direct Racing, il y a 100 000 personnes, 100 000 entraîneurs. Quelle est ta vision à toi, justement, sur ce management, cette manière de... Seb m'a coupé un peu l'herbe sous les pieds, parce que moi, j'aimerais quand même rappeler que Gary O'Neill, il n'a pas entraîné pendant, je crois, 18 mois avant d'arriver à Strasbourg et de trouver un projet qui lui convienne. Donc, quand un entraîneur, et me semble-t-il, avait été licencié, avait été limogé dans le club dans lequel il était. Quand vous retrouvez un projet comme ça et qu'on vous fixe des objectifs quand même très élevés, parce que vous arrivez à Strasbourg, il n'y a pas les résultats. Par contre, il y a un entraîneur, tu reprends derrière un entraîneur qui était apprécié avec un jeu quand même assez atypique. Tu joues un match tous les 8 jours. Moi, je suis désolé, il fait jouer l'équipe type. Il a besoin de prendre des points.
il a besoin de trouver des certitudes. Donc il a avancé comme ça jusqu'à maintenant. Là, il va jouer tous les 3 jours. Il aura des choix à faire, certes, mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait un chamboulement de 6-7 joueurs par match, hein, comme était capable de le faire aux seniors. Il ne le fera pas. Ouais. Il le fera pas. Maintenant, il s'est exprimé aussi à ce sujet. Hein. Il dit, lui, moi j'ai des joueurs à disposition, j'ai beaucoup plus de joueurs que je n'avais dans le passé, mais il est aussi en attente des joueurs de ce qu'ils vont faire la semaine. Il a besoin aussi d'être convaincu la semaine qu'il doit faire des changements, des changements de joueurs. Donc ça, c'est aussi un aspect, important. C'est qu'on ne fait pas un turnover pour faire un turnover. On fait un turnover avec des joueurs en qui on va avoir confiance. Et après, pour le débat de Nanasi et Yacine contre Lens, ils sont rentrés à Marseille dans un match dans lequel on les menait. Où il faut revenir au score. Ils ont apporté vraiment leur pierre à l'édifice, ils ont fait la différence. Ceci dit, est-ce que dans un match comme Lens, dans lequel on est ultra dominé sur cette deuxième mi-temps, est-ce que c'est les bons choix de dire on fait rentrer Yacine et Nanasi sur les côtés? Il faut se poser ces questions-là. On ne saura jamais, de toute façon, c'est du passé, mais voilà, je voulais avoir votre avis. Pas que je veux pas entendre le tien, Maxime, mais je te lance sur un autre sujet parce que Aucun problème. dans le groupe, tout le monde s'emballe énormément pour Jessim Yacine. Tout le monde était complètement conquis hier soir. Ma question, c'est est-ce qu'il faut relativiser, de se dire qu'on a joué face à une équipe qui a complètement refusé le jeu, une équipe de Ligue 2, ou est-ce qu'on y va et on se dit que vraiment là, on a une sacrée pépite, hein. Non, il faut être mesuré, mais en jouer quand même, parce que quand on voit son match, on sent, voilà, comme on l'avait dit dans le groupe, il pue le foot. Honnêtement, à chaque toucher de balle, il fait vraiment mal. Et donc, même s'il va jouer contre une équipe un peu plus robuste, une défense peut-être un peu plus expérimentée, ce football, il l'a quand même. Après, il faut être mesuré, oui, parce que voilà, ce matin, on va un peu sur le téléphone. Il fait la une de partout, que ce soit DNA, l'équipe. Je me dis que bon, c'est tout de suite beaucoup, mais c'est le monde actuel. Voilà, c'est la société actuelle avec les réseaux sociaux et autres. Mais effectivement, soi-disant, l'entourage est plutôt correct autour de lui. J'ai l'impression qu'il va peut-être pas non plus prendre tout de suite la grosse tête. Il relativise aussi pas mal. C'est ce qui me rassure un petit peu par rapport à tout cet engouement d'un coup en l'espace de même pas 24 heures, quoi. Mais pour moi, je pense qu'on détient vraiment un très très bon joueur. Et encore une fois, sans le projet, on va pas revenir là-dessus, la multipropriété Bluco, mais c'est un joueur qu'on n'aurait jamais attiré au Racing s'il n'y avait pas ce projet pour les jeunes. Je veux dire, sans l'argent qu'a le Racing Club de Strasbourg aujourd'hui. On va aller dans ce sens-là. JP, tu as l'air moins conquis, moins emballé par Non, Jessim Yacine était un très bon joueur de foot. Après, je ne vais pas faire le vieux, mais j'en ai vu passer des très bons joueurs qui ont fait 6 mois et qu'on a pu revu après. Moi, j'ai parlé longuement avec David Lédy, avec Anthony Siki, qui l'ont côtoyé auparavant. Il devait venir au Racing avant. Ça ne s'est pas fait parce que certaines personnes pensaient que physiquement, ça allait être difficile. Il a fait ses preuves en Ligue 2. Il est ici, il faut lui laisser faire ses preuves. Bien sûr. Il a fait un bon match, un très bon match. Ce que vous voulez hier contre une équipe de Reims en Ligue 2, en Coupe de France. Mais être footballeur, c'est difficile, c'est sur le long terme. Donc c'est enchaîner les matchs, être titulaire le plus souvent possible. Et là, on pourra dire que c'est un très bon joueur, même s'il a fait des très bonnes choses aussi avec le Maroc U20 à la Coupe du Monde. Ouais. Mais voilà, il doit faire ses preuves en Ligue 1. Le football de Ligue 1 et de Ligue 2 est complètement différent. Les adversaires sont complètement différents, que ce soit tactiquement ou physiquement. Donc c'est à lui de faire ses preuves sur le long terme. Il a fait un très bon match pour le Racing. Ils savent pourquoi ils ont posé 7 millions d'euros. Mais maintenant, c'est à lui je pense que là, il faut qu'il finisse sa saison tranquillement, qu'il prenne les minutes qu'on lui donne, qu'il fasse une très bonne préparation l'année prochaine pendant le mois de juillet, mois de juin et mois de juillet, qu'il s'aguerrisse physiquement. Et là, on pourra voir l'année prochaine de quoi il est capable. T'es allé en salle de muscu, toi, quand t'as commencé J'aurais dût y aller un peu plus. C'est pour ça que t'as repris des salles de sport maintenant pour... ouais, non, mais j'en fais toujours pas plus. José, sur Jessim Yacine, s'il te plaît. D'abord, s'il est au Racing Club de Strasbourg, c'est qu'il a de réelles qualités, hein, parce que pour l'instant, ils ne se sont pas beaucoup trompés. Ils arrivent justement à faire venir des joueurs qu'on n'aurait jamais pu venir on n'aurait jamais pu faire ces transferts-là par le passé. Là, je te rejoins, JP, c'est qu'il faut vraiment lui laisser le temps. Alors hier, c'était un match pour lui.
Il a joué contre une Ligue 2, il avait l'habitude de jouer contre ce genre d'équipe. C'était une équipe qui était regroupée, il y avait des petits espaces, il a fallu qu'il fasse les différences là. Par contre, il a pris ses responsabilités et il a su être au niveau. Donc ça, c'est déjà un premier palier qu'il a franchi, c'est bien, parce qu'il fallait être en capacité de pouvoir répondre à ce qu'on attendait de lui. Ceci dit, il ne faut pas s'enflammer derrière, parce que voilà, physiquement, il va falloir qu'il s'aguerrisse. On a vu hier quand même dans quelques duels que c'était parfois compliqué. Donc c'est un garçon que je ne vois pas en capacité de pouvoir faire des allers-retours pendant 90 minutes. Donc il faut qu'il prenne le temps de jeu que va lui donner le coach dans les prochaines semaines. Il va en avoir quoi qu'il arrive. C'est un garçon qui va être en sortie de banc, qui va être en capacité de pouvoir faire des vraies différences. Et je pense qu'il va gratter du temps de jeu pour à un moment donné devenir peut-être titulaire ou certainement titulaire parce qu'il a un bel avenir devant lui. Mais il ne faut pas qu'il brûle les étapes. Et je pense que dans son état d'esprit, c'est quelqu'un qui est prêt à ça. Je pense qu'il est prêt à franchir marche par marche sans brûler les étapes. Du moins, c'est le sentiment qu'il me donne de l'extérieur. Donc j'espère que ça va se passer comme ça. Mais en tout cas, il a d'énormes qualités et il faut le laisser grandir et prendre le temps qu'il faut. D'énormes qualités, c'est ce qu'on a tous vu hier en regardant le match. Il y a eu un premier pénalty sur lui qui n'a pas été accordé puisque M. Vatelier est revenu avec l'assistance de la VAR. Et on voit qu'effectivement, il anticipe trop. Mais dans la globalité du match, on se dit que là, il y a quand même quelque chose et que maintenant, il va falloir confirmer face à des plus gros. Ouais, moi, je ne suis pas surpris de son match d'hier. C'est un joueur que j'ai beaucoup suivi l'année dernière et il confirme tout le bien que je pense de lui. Après, c'est un garçon, je pense, qui est réfléchi. Il sait d'où il vient. Il y a 3 ans, il était en 19 ans à Marignane. Et il va à Dunkerque sur le mercato de décembre pour aider la réserve. Et finalement, au bout d'une semaine d'entraînement avec Castro, il ne disparaît pas de l'équipe. Donc, il a su saisir sa chance. Et je pense que, sur les échos que j'ai, en plus, c'est un garçon qui est discipliné et c'est un bon garçon. Donc, il n'y a pas de raison qu'il ne réussisse pas. Maintenant, il va aussi falloir du temps, parce que la Ligue 1, ce n'est pas la Ligue 2. Et la Ligue 1 à Strasbourg, maintenant, tu as des objectifs qui sont élevés et tu dois jouer les 6 premières places. Donc, tu t'imposes pas pareil quand tu es dans le haut du tableau que quand tu joues le ventre mou ou dans les clubs en difficulté. Mais c'est un joueur qui sent le foot, qui respire le foot et qui a des qualités individuelles pour faire des différences. Moi, où je rejoins un petit peu moins les autres, c'est que, OK, hier, c'est Reims, mais si j'ai bon souvenir, au mois de décembre, c'était Strasbourg en face. Et sur le match de coupe entre Dunkerque et Strasbourg, on n'avait vu qu'un joueur, c'était lui. Donc ça veut dire qu'il a été capable, contre une grosse équipe de Ligue 1, de faire déjà les différences qu'il a fait hier soir. Donc, ça montre qu'il a du caractère. Ça montre qu'il a du caractère, ça montre qu'il a du talent. Maintenant... Les bons joueurs, c'est ceux qui sont capables de les faire sur 30 ou 34 matchs dans l'année. Et c'est la régularité qui va être le plus important pour lui. Mais encore une fois, je n'ai pas trop de doutes là-dessus parce que pour l'avoir vu souvent l'année dernière, c'est un garçon qui était discipliné dans le jeu. Et je pense que le travail défensif, il le fera. Et offensivement, il apportera sa pierre à l'édifice parce qu'il a du talent pour faire des différences. Vous avez entendu, hein. D'un côté, ça sent le foot. Quand Maxime Brenner parle, il dit ça pue le foot. Voilà, on voit la différence. Il y en a qui font attention aux mots qu'ils emploient, d'autres un petit peu moins. N'est-ce pas, M. Brenner ? Allez, on va faire une petite pause. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Pas, messieurs. Non. On est de retour dans le club Merci. 906 LCR, mais vous avez toute l'occasion et tout le loisir d'échanger entre vous comme vous le souhaitez, parce que c'est votre émission. On va revenir vraiment sur le cœur de ce match. Le Racing Club de Strasbourg, donc, qui s'est imposé 2-1, 2 buts inscrits sur penalty. Un match qui s'est décanté sur les 10 dernières minutes. JP, quand on voit les minutes s'égrener comme ça, qu'on voit une équipe de Reims qui, malgré la fin de match et par moments un peu de mieux, qui ne se lâche pas, qui ne se libère pas, on se dit que ça va être long et que ça va aller au tir au but.
On peut se dire que ça va aller au tir au but, surtout qu'on a beaucoup d'occasions, on tape le poteau, Deux fois, plus le une gardien transversale. fait des arrêts. Voilà, on se dit que ça va être le match et la soirée du gardien de Reims. Mais voilà, ils n'ont pas lâché. Il y avait toujours l'abnégation d'aller vers l'avant, de se créer des occasions. Et puis après, bon, je pense que le coup franc, il aurait pu soit le capter, soit le laisser sortir. Il était tiré correctement, mais il aurait pu le juger autrement, le gardien rémois. Et après, bon, voilà, après, il y a la VAR, il y a les mains qui viennent et il y a le penalty. Mais je pense que le Racing a mis l'abnégation dans cette Coupe de France et ils ne se sont pas trop posés de questions. Ils auraient pu être frustrés par les occasions manquées, mais ils ont continué à jouer leur jeu et ça a payé sur la fin. On se dit justement c'est un match de Coupe de France, peu importe la manière, penalty, pas penalty. Enfin voilà, globalement le Racing a ultra dominé ce match. Hein. Je revois 23 tirs, 9 carrés. En fait, on a fait les statistiques que Lens a fait le week-end dernier à Strasbourg. Hein. Oui, tout à fait. Et moi, j'avais peur effectivement qu'on aille jusqu'au penalty parce que je voyais pas forcément Reims effectivement marquer en fin de match, mais j'avais peur de cette séance-là. Et c'est vrai que JP l'a souligné, l'équipe s'est pas du tout énervée et restée chaque fois dans son match assez sereine, confiante. C'est ce que j'ai vraiment bien aimé. Certains joueurs m'ont un petit peu plus déçu. Barco, je l'ai trouvé assez brouillon quand même dans son jeu. Il a beaucoup forcé le jeu long. Il y avait pas mal de déchets. Un Martial Godot qu'on n'a pas vu. Il était transparent dans ce match-là. Et au final, El Mourabet qui nous a, je trouve, quand même manqué dans le jeu en lui-même, dans les passes courtes, le jeu assez long également. Il faut des rotations. Hein. Ouais, bien sûr. Vous demandez des rotations, Zéro. Tout le monde demande des rotations. Mais c'est pour montrer justement, je trouve, on a vu un peu l'absence là de El Mourabet dans ce match-là. Donc, Le coach il fait pas assez tourner. Non, mais il faut savoir ce que vous voulez. Non, moi c'est pas sur le fait que le coach fasse pas tourner le 11. Moi c'est vraiment les changements en fin de match où j'ai un peu de mal avec ça. Mais et derrière Ouattara par exemple qui m'a beaucoup impressionné dans l'intensité qu'il met dans ses courses et le sérieux qu'il a dans son repli défensif. Je trouve que c'est un modèle par rapport à ça. Donc il était intéressant. Pas mal de récupérations hier de la part de Ouattara. Vraiment très appliqué. Je trouve que c'est une équipe très sérieuse. C'est ça qu'il faut laisser José à cette équipe strasbourgeoise. On voit Chilwell à un moment donné, il fait une course, on s'y attend pas, tu vois. Enfin, qu'ils prennent l'attaquant de vitesse, des choses comme ça. On a une équipe sérieuse de A à Z. On a franchi des paliers. Hein. Cette équipe, elle prend de plus en plus de maturité malgré son jeune âge. On arrive aujourd'hui à être dans la maîtrise et de faire les choses qu'on souhaite faire, quoi. Hein. Donc, il y a un plan de jeu, il est respecté. Moi, je trouve que hier, on s'est créé quand même beaucoup d'opportunités parce qu'on parle des poteaux et tout, mais il y a eu quand même de belles opportunités où je trouve qu'on a manqué parfois. On n'a pas toujours fait les bons choix, on a manqué de spontanéité, notamment dans la surface de réparation, hein, où on a eu quand même pas mal d'opportunités. Je les ai jamais sentis nerveux, je les ai jamais sentis douter. Par contre, moi, j'ai eu peur à un moment donné, c'est que Reims commence à jouer parce que les seules fois où ils sont sortis, à 0-0, il se crée quand même, on y reviendra certainement, mais pour moi aujourd'hui, l'arrêt de Penders fait quand même une grosse décision, même si on est mené, on a peut-être la possibilité de revenir dans le match, mais ça aurait été beaucoup plus compliqué. Voilà, donc moi je pense que cette équipe, en mettant le bus devant le but, nous a peut-être même rendu service parce que elle avait des qualités, comme tu le disais tout à l'heure, Seb. C'est une équipe qui a l'habitude de jouer et ces derniers temps, peut-être qu'elle joue un peu moins parce qu'elle n'a pas marqué de but depuis. Elle n'avait pas marqué de but pendant 4 matchs. 4 matchs, ouais, 4 matchs de championnat. On avait le coach en conférence de presse après le match. Il nous disait que c'était le plan de jeu de jouer aussi bas et de faire durer aussi longtemps. C'est un peu surprenant finalement. Que ça soit aussi long, en tout cas que ce moment soit aussi long. Je pense pas, parce que, encore une fois, je pense que avec certains profils de ces joueurs, il valait peut-être mieux qu'ils jouent bas plutôt qu'ils jouent à 40 mètres de son but, parce que je prends l'exemple de Palois. Oui. Quand tu as Palois dans ton équipe, tu sais que quand il va défendre à 20 mètres de son but, le chemin est long. Il va être un très bon défenseur, parce que tout ce qui est de face, il défend bien. Dans le jeu de tête, sur les centres, il va être présent. Par contre, si tu dois le faire défendre à 45 mètres de la ligne de ton but, avec des attaquants comme Panicelli, avec des mecs qui sont capables de prendre la profondeur, là, il va être plus exposé. Donc je pense qu'il avait monté son équipe par rapport à ça, parce qu'on sait aussi que Strasbourg est peut-être un peu moins à l'aise quand il y a un peu moins d'espace, et qui sont forcément plus à l'aise quand il y a des équipes qui laissent un peu plus de liberté, notamment depuis que Gary O'Neill est arrivé, hein, puisque
Je trouve quand même que le jeu est un peu plus verticalisé et ça va plus vite vers l'avant. Donc, je pense qu'ils avaient dû prendre ça en compte. Et en même temps, il avait des changements aussi, notamment avec Daramy, avec le petit Tia sur le banc, qui je pense, avait prévu, s'il restait à 0-0, peut-être à un quart d'heure de la fin, de pouvoir faire rentrer ces joueurs-là. Et ces joueurs-là étaient peut-être capables de lui faire la différence avec des espaces. Parce qu'on a vu aussi que les changements de Gary O'Neill avaient amené un élan offensif. Puisque Mais là, il y avait du banc, il y avait vraiment du banc aussi. à part Barco, il restait plus de milieu. Donc, à un moment donné, peut-être que ça aurait pu être une opportunité pour Reims, sur 2 ou 3 sorties rapides en contre, de pouvoir trouver un joueur libre au milieu pour pouvoir lancer leurs attaquants. On a beaucoup de commentaires qui vont en ce sens. Tu voulais rebondir? En parlant des changements, justement, j'ai trouvé intéressant la rentrée de Fofana. Ouais. J'avais en tête, en fait, quelqu'un de plus lourd, honnêtement, dans ses déplacements. Alors, soit il s'est affûté avec les semaines d'entraînement, mais je l'ai trouvé vraiment intéressant. C'est parce qu'il a... Ouais, c'est un beau bébé, ouais. Mais sur les premières rentrées, je le trouvais un petit peu plus massif. Il est rentré qu'une fois. Pour ça. Il me semble qu'il est rentré qu'une fois. Après, il a pris des risques dans les changements. Ouais. Parce qu'il est quand même passé en passant juste avec 4-4-2. Barco, Il a mis Nanassi sur le côté. Moi, je pense qu'il voulait pas aller à la série de Et pénaltys. il voulait pas. Oui, non, mais lui aussi avait un plan de jeu, je pense. Lui aussi avait un plan de jeu à 0-0, quoi. Il a quand même fait rentrer toute l'armada là pour. Ouais, pour créer la différence et parce que les pénaltys, ça reste quand même Et une on est loterie. on est plus près du 3-0 que du 2-1, quoi. Oui. Bah oui, et la transversale ensuite. Effectivement, il avait fait 6 minutes face à Monaco et 6 minutes face à Marseille. Deux rentrées, ouais. J'avais en tête, celle face à Monaco. Voilà, mais en 6 minutes, tu ne peux pas juger, c'est impossible, à moins d'être devin. Messieurs, on a beaucoup de gens qui nous le soulignent. Et effectivement, c'était prévu, hein, on l'avait noté. Cette parade assez exceptionnelle de Mike Penders. Ce qui est plus difficile, JP, si je me trompe, c'est qu'il n'a rien à faire tout le match. Et là, il a un arrêt à faire, il ne faut pas se louper. Ouais, c'est un gardien qui est très impressionnant, déjà avec son envergure et son jeu au pied. Moi, je trouve qu'il est incroyable, qu'il prend beaucoup de risques. Tout est précis. Et c'est vrai que là, sur ce match, il a rien à faire. Et pour un gardien, c'est très compliqué de rester concentré. Et puis là, sur le premier tir qui est dévié par Chilwell, il arrive dans les pieds de l'attaquant rémois. Désolé, j'ai pas les noms, mais l'attaquant rémois, il fait exactement le bon geste extérieur du pied, et lui, il va la chercher correctement. Donc c'est ce qu'on lui demande. Bien sûr. C'est vrai, mais c'est très compliqué dans les matchs comme ça de rester concentré. Mais c'est un gardien qui a une très grande qualité, et je le trouve encore meilleur que le précédent. On peut s'arrêter quelques instants sur Mike Penders, au-delà de son arrêt, jeune gardien qui fait preuve d'une maturité assez exceptionnelle. Oui, il est impressionnant et le petit clin d'œil à Julien Conrad qui l'avait tout de suite apprécié en tant que gardien. Mais c'est vrai qu'il a franchi un cap, notamment au niveau de son jeu au pied. Il y a beaucoup plus d'assurance qu'au départ. Au départ, il y avait un petit peu de déchets quand même. Il se fait respecter aussi dans la surface. Il n'hésite pas à haranguer ses défenseurs. On sent qu'il se fait respecter par ses adversaires, mais les coéquipiers également. Et puis il fait 7 arrêts. Pour moi, c'est le tournant du match. On est revenu là-dessus. Mais sur le ralenti, on voit que les coéquipiers, c'est les coéquipiers de l'attaquant de Reims. Il y en a 2 déjà qui célèbrent une fois que le tir part pour montrer en fait vraiment l'arrêt quand même important du gardien. Ouais. Mais Penders plaît de plus en plus et je pense à l'ensemble des supporters. Ouais. Sur les coups de pied arrêtés, il fait une grande différence. Il n'hésite pas à s'imposer aussi. Sur les corners, il sort énormément. Il dégage énormément du point. Et ça, pour la défense, c'est quand même rassurant et important. Ouais, c'est vrai. Oui, tu voulais réagir. On dit, parce que ça, c'est venu crescendo. Hein. Je veux dire, c'est un gardien qui est arrivé. On l'a senti pas fébrile, mais pas encore complètement sécurisé. Mais on a eu exactement la même chose avec Petrovic quand il était arrivé, pendant quelques matchs. Le temps de s'acclimater. Et encore, quand il y avait Rosenior, quand tu dois t'acclimater, tu dois d'abord apprendre à jouer au pied avant de penser à faire des parades. Donc, et lui, il a bénéficié des deux un peu, Penders. Et je trouve que c'est plutôt très très bien parce qu'au pied, il a énormément progressé. Sur la ligne, il a des arrêts par rapport à son envergure. Il fait des arrêts réflexes incroyables. Et là, il va chercher des ballons dans des situations sur des coups de pied aériens. Il va chercher des ballons là où il n'allait pas au début.
Et donc, ça, c'est quelque chose de très sécurisant. Et après, il y a son âge. Ouais, 20 ans, hein, on rappelle, il n'a que 20 Son ans. âge, hein. il a 20 ans. C'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais par le passé, un très bon gardien, il devait avoir une certaine maturité, une certaine expérience de jeu. Là, on a l'impression que ça vient beaucoup plus jeune aujourd'hui, ça. Pour moi, ça va être un futur grand, et pas que par la taille. Et je reviens sur l'image, elle est incroyable, cette image de son arrêt avec les deux célèbre. joueurs rémois Vraiment. Ah, c'est... qui sont en train de célébrer déjà. Ah ouais. Ils sont en train de célébrer déjà dans la surface au moment où il va la chercher, quoi. C'est incroyable, c'est incroyable. Et il Cette image, elle m'est enchaîne tous les restée. matchs aussi, Il n'y a même pas de rotation avec le second gardien. Parce que des fois, en coupe, on fait un petit peu tourner. Après, je ne sais pas si c'est par rapport au fait qu'on soit en quart de finale. J'ai un doute si Non, mais il y a de l'enjeu, Johnson là. avait joué... Encore une fois, il y a de l'enjeu. Ouais, ouais. Et Non, il y a voilà, de tous les matchs l'enjeu. vont être des Blessé matchs cette à enjeu, là. saison. Donc, tu peux pas... Ouais, ouais, Enfin, il moi, sur tourne le pas, poste ouais. de gardien, je suis Ouais. moins fan. Et par moments, ça se faisait quand même, ouais. On a quand même pleuré autour de ce plateau, en tout cas sur ceux qui participent de manière régulière à l'émission. Mats Sels, que tu as côtoyé, Seb, Ouais. qui était devenu un grand nom, hein, finalement, du Racing Club de Strasbourg. Avec tout le respect qu'on a et toute l'amitié pour Mats Sels, quand on voit Mike Penders, 20 ans aujourd'hui, on se dit que là, franchement, c'est du très, très, très haut niveau. Oui, il a un profil pour aller sur le très très haut niveau, ça c'est sûr. Ouais. Je pense qu'il faut que les supporters strasbourgeois en profitent parce que dans 3 mois, malheureusement, il ne sera plus là. Et il faut être honnête par rapport à ça. Je pense qu'il a vécu une saison, comme disait José, on sent vraiment une progression sur... Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'une progression sur tous les aspects de son jeu. C'est ça. Que ce soit son jeu au pied, que ce soit dans la lecture du jeu, parce qu'il est capable aussi de pouvoir aller couper des ballons à 30 mètres de son but. Il est capable d'aller chercher des ballons maintenant à 10 mètres de sa ligne, alors qu'en début de saison, il y allait peut-être un peu moins. Mais je pense que ça fait partie aussi du joueur qui est totalement en confiance. Et l'arrêt d'hier soir, il fait un arrêt exceptionnel. Mais C'est un joueur qui est très explosif, malgré sa grande taille. Oui. Qui Car il descend prend- vite, il il descend prend très vite, énormément hein. de place. Donc forcément, il a toutes les caractéristiques modernes du gardien de haut niveau. Et il est en train de le prouver match après match. Et si le Racing en est là aussi aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, c'est aussi une part de sa réussite, parce que sur certains matchs, c'est quand même lui qui a fait basculer les matchs du bon côté. Ouais. Et il a un mental à toute épreuve, hein, parce que, au fait, il y a des matchs où il s'est troué sur une action ou un truc, mais il se remet dedans tout de suite. C'est pas quelqu'un qui va plonger parce qu'il démarre mal le match, quoi. Donc ça veut dire que mentalement, il est costaud aussi. Il nous reste très peu de temps dans cette émission. On va rapidement faire une avant-dernière petite pause et on revient et on va parler parce que ça fait quand même 25 ans que le Racing Club de Strasbourg n'avait pas goûté à une demi-finale de Coupe de France. Le Racing a gagné une Coupe de la Ligue il y a quelques années, tu t'en souviens très bien, Seb, on va en reparler, mais effectivement, on va en parler juste après une petite pause. Ça y est, l'application Ostro 100% gratuite est disponible. Je te la présente en moins d'1 minute. Avec Ostro, tu retrouves un fil d'actu 100% sport avec les publications de tes amis, leurs activités sportives et tous les événements organisés près de chez toi. Tu veux créer ton propre événement? C'est super simple. Tu choisis un lieu, un rendez-vous, une date et une heure et ton événement est prêt à être partagé soit à tous les sportifs autour de chez toi, soit à ton club ou juste à tes amis. Et pour le côté sécurité, vous pouvez même créer des événements juste entre femmes. Télécharge Ostro dès maintenant, c'est 100% gratuit. À l'ère du numérique, l'administratif reste un défi pour tous les professionnels, quel que soit leur domaine. Bienvenue chez Numérise. Nous transformons chaque document en une expérience numérique. Numérisation, GED, archivage, destruction. Vous aussi. Simplifiez, sécurisez, optimisez. Numérise, vos documents ont de l'avenir. Bon, il y a 25 ans, le Racing Club de Strasbourg atteignait les demi-finales, puis la finale, avait remporté la Coupe de France, mais était tombé en Ligue 2. Un souvenir assez paradoxal à l'époque pour tous ceux qui étaient au Stade de France. Cette fois-ci, le Racing Club de Strasbourg est en demi-finale. Il y a deux matchs ce soir, un encore demain. Les équipes qui restent en lice, Lorient, Nice, Marseille, Toulouse, Lyon, Lens. Des beaux noms. Alors, on se dit toujours qu'il y a peut-être des équipes qu'on a envie d'éviter. Seb, toi, il y avait la demi-finale, c'était face à Lyon. Bordeaux. C'était Bordeaux au stade de la Méno, effectivement, but 1-0 de mémoire. 3-2. 3-2. Putain, je me rappelle plus. Motivant. Non, mais en fait, on avait joué Bordeaux consécutivement en championnat, effectivement. En 3 jours. Voilà, exactement. C'est pour ça que j'ai switché entre les rencontres. C'est des gros matchs. Il faut le jouer à la Méno, celui-là.
De préférence, oui. Malheureusement, quand... On a toujours envie, mais est-ce que c'est un vrai plus, là, cette demi-finale à la Oui, maison ? forcément. Quand tu joues chez toi, devant ton public, c'est forcément un atout supplémentaire. Maintenant, tu dépends du tirage et malheureusement, c'est pas toi qui décides. Donc, tu es obligé de prendre le match qui arrivera et si tu joues chez toi, tant mieux. Et si tu joues à l'extérieur, ben, ça sera à toi de faire en sorte de pouvoir aller vivre une finale à Paris. Maintenant... On ne sait pas encore où elle sera aussi. c'est pas... Ça ne sera pas à Paris. Pardon ? C'est possible à cause des travaux. Ah, on ne sait pas encore où sera la non. finale. Ah oui. Extraordinaire, extraordinaire. Qui parle de Lyon, mais Lyon est encore en lice, donc... Ah oui, la méno. Voilà, j'allais dire, enfin la tu méno. peux pas. Mais non, Ton bien sûr. final. Mais et juste, je me permets, quand tu es dans la compétition, quand tu es en plein dedans et que tu fais partie du staff, qu'est-ce que tu espères pour le tour ? Là, par exemple, tu arrives en demi, qu'est-ce qu'on espère sincèrement, hein ? Est-ce qu'on espère une équipe où on se dit ça va être plus facile sur le papier ? Ou est-ce qu'on se dit on va jouer face à une belle équipe et on verra ? Tu t'espères qu'une chose, c'est quel que soit l'adversaire, c'est de passer. Oui, bien sûr. Après, quand tu dois aller au bout, de toute façon, il faut que tu joues les gros. Donc, à un moment donné, avec le recul, je ne sais pas si c'est plus facile de jouer un gros en demi que finalement de le jouer sur la finale. Ouais. C'est ça, en fait, c'est un peu le sens de ma question. Là. Si je prends le parcours qu'on a eu en 2019, il y a eu tous les gros avant. Le premier match, tu joues Lille à domicile. Ouais. Tu gagnes 2-0 de mémoire. Et je pense que c'est le premier match de Youssouf Fofana et Emar. Oui, exactement. Ensuite, tu vas à Marseille, Lyon, ouais. en 8e. Tu te dis, bon, ben, ça va être compliqué. Tu passes au pénalty. Tu vas à Lyon en quart de finale. Tu passes 2-1. Et après, tu reçois Bordeaux. Et finalement, tu joues Guingamp en finale, qui est, entre guillemets, la plus petite équipe. Mais à l'arrivée... C'était un match très difficile, d'ailleurs. C'était un match très difficile, parce que forcément... quand tu arrives en finale, que ce soit Strasbourg ou Guingamp à cette époque-là, c'est presque inespéré déjà d'y arriver. Et ensuite, une fois que tu es en finale, les deux équipes veulent la gagner. Donc, Mais toi qui as vécu ça de l'intérieur, je reste chez toi, toi qui l'as vécu de l'intérieur, est-ce qu'il y avait une pression ? Parce que finalement, c'était assez historique. Le Racing revenait très loin. C'était vraiment le plus gros événement du Racing Club de Strasbourg depuis presque la quasi-disparition. je dirais que la pression, on l'a eu que sur la finale, en fait. Oui, non, mais voilà, je parle vraiment du jour de la finale, moi. Parce que, comme je te disais avant, les matchs d'avant, quelque part, on n'avait rien à perdre, puisque tout le monde nous Bien voyait sûr. perdant déjà. Non, mais je parle vraiment du jour de la finale. Est-ce que vous avez ressenti cette chape de plomb, là, de se dire, là, c'est un tournant important pour Chape le de club? plomb, non, mais tu sentais forcément que c'était un match hyper important, et pour les joueurs, et pour le staff, mais aussi pour toute la ville. Bien Parce sûr. que la ville attend Plus de 20 000, depuis, plus de 20 000 avaient fait le déplacement. Ouais. 20 000 personnes qui font un déplacement. Je me souviens encore de l'image quand on est arrivé au stade. Tous les joueurs parlaient que de ça, parce qu'on est arrivé au stade, sur la pelouse, il y avait déjà 20 000. Le stade était bleu. Ouais. Donc là, c'est vrai que quand tu rentres dans le stade, tu as la chair de poule, parce que tu te dis tu ne veux pas décevoir tous ces gens-là. À l'arrivée, ça reste un match à gagner, et contre un adversaire qui est pas facile non plus. Donc, mais c'est vrai que je dirais que c'est que sur la finale où tu as ressenti un peu cette pression, un petit peu de décevoir, parce que quelque part, tout le monde te voyait En plus, comme le attendait grand une victoire, favori, parce que c'est ça. Guingamp qui jouait Ouais. pour se maintenir à l'époque avec toi aussi, mais qui était vraiment décroché. Donc tu étais le favori de la finale. Ouais. Et Ouais, je pense alors que sur tout ton parcours, tu as été l'outsider sur tous les matchs que tu as dû jouer. C'est vrai. Mais en 2000 ans, ça a été tout autant difficile face à Amiens en finale, hein, on s'en souvient tous. José, 25 ans après, c'est beau quand même, là, aujourd'hui, là, ce qui est en train de se faire. Parce qu'au-delà de ça, le Racing est encore dans les 3 compétitions. Enfin, C'est ça que j'allais préciser, c'est qu'aujourd'hui, au-delà de demi-finale de Coupe de France, on a la Conference League, où on a quand même un bon coup à jouer, même si ça va être des matchs compliqués. On a le championnat sur lequel on peut encore jouer quelque chose. Donc, moi, de tête, je ne me souviens pas une période où on a été encore sur les 3 tableaux à 10 matchs de la fin, quoi. Donc c'est quand même une performance de taille. Ceci dit, quand on a fait tous les efforts jusque-là, on ne peut pas s'arrêter en chemin, quoi. Donc du coup, les échéances les plus importantes, elles commencent maintenant. Et quand on parle de Coupe de France et de demi-finale et de tirage et tout, moi j'ai envie de dire que le plus important, c'est d'avoir un tirage positif, c'est-à-dire à la maison.
Le reste, de toute façon, si tu veux aller au bout, il faut battre tout le monde. Et arriver en demi-finale, et tu vas pas me contredire, tu tiens plus compte du niveau de l'adversaire. Quoi qu'il arrive, un match, oui. tu as un match pour aller en finale, point. Voilà. Et tu prépares le match dans ce sens-là. Et tu tiens plus compte du fait que ce soit Lyon, Marseille ou Nice, quoi. Voilà. Mais à domicile, c'est important. Et, D'ailleurs, on jouera à domicile, vous ne le savez pas encore, mais on va jouer à domicile. le tirage au sort a lieu demain soir. Hein, le tirage oui, au mais sort, on le j'anticipe, rappelle, j'anticipe. sera à suivre en direct sur Direct Racing. On va jouer contre Nice. JP, question un peu, je suis désolé du terme, je veux y aller, de toute façon, c'est chez nous. Question à la con. Ouais. Est-ce qu'il vaut mieux perdre en demi-finale ou en finale? Qu'est-ce qui est le plus dur? Enfin, si maintenant, tu n'as pas le choix, tu dois choisir, c'est quoi? Putain, c'est une question à la con, ça. Bah oui, c'est ce que je viens de dire. Je sais pas. Je pense qu'il vaut mieux perdre en demi-finale et gagner la Coupe d'Europe et finir dans les 6 premiers en championnat. Voilà. On signe, hein, Mais- bien Voilà. sûr. Mais la question, quand tu es finaliste, est-ce que si tu joues une équipe européenne, si tu perds, tu es quand même européen? Ah, et ça, après, là, Je sais pas, là, on rentre dans un... Mais bon, pour moi, il vaut mieux déjà... Gagner tout. Il vaut mieux gagner. Il vaut mieux jouer à domicile la demi-finale. Après, c'est vrai que il y a déjà un gros match. Il y a Lyon-Lens ou Lens. Oui, c'est ça. Donc, il y aura déjà un gros qui sera éliminé. Lyon-Lens. Lyon-Lens, il y aura déjà un gros qui sera éliminé. Après, Marseille a Marseille doit. la pression. Marseille doit. À la pression de championnat et de tout ce qui va être gagner la Coupe de France. L'ogre du PSG est sorti. Ouais. Il y a une chance pour toutes les équipes. Je pense que le Racing doit aller au bout et qu'il rencontre Marseille, Lyon, Lens. Voilà, ça, Sûr. ils ont déjà Non, mais- rencontré, ils connaissent toutes ces équipes en Ligue 1. Ils ont déjà battu, ils ont déjà perdu contre ces équipes. C'est un match spécial, c'est une atmosphère spéciale, que ce soit en demi-finale ou en finale. Donc maintenant, voilà, il n'y a plus qu'à aller au bout, mais pas se tromper d'objectif aussi. Il y a le championnat derrière où il ne faut pas décrocher. Et après, il y a la Coupe d'Europe, je pense, qui est un peu plus aléatoire et un peu plus... Bah, t'as l'impression déjà, t'as pas de Marseille, t'as pas de Lyon, t'as pas de Ouais, Lens dedans, tu voilà. vois. Enfin, sans manquer de... Après, il y a Crystal Palace encore, Oui, mais bien qui est dans sûr, le mais que côté tu as du déjà tableau, joué, que et tu as qui- déjà ouais. battu aussi. Ouais. Voilà, et la Coupe d'Europe. Mais maintenant, je pense que l'objectif principal, c'est aller en finale, finir très bien en championnat pour atteindre la 6e place, rester dans l'Europe pour l'année prochaine. Et puis, Je te pose la question. il vaut mieux être... Moi, je suis joueur, je préfère jouer ces matchs-là que rester à la maison et les regarder à la télé. Je Quoi. te posais la question parce que l'autre jour, on avait le débat sur la Conférence League de savoir si c'était mieux d'être éliminé en 8e ou de perdre une finale si tu tombes pas. En fait, c'était juste par rapport à ça. Et moi, j'ai dit, je préfère être éliminé en 8e parce que aller jusqu'au bout et au final perdre, je trouve que Faut que tu émotionnellement, penses à c'est dur. l'indice UEFA. Oui, Point numéro oui, un. mais là, j'ai pensé. Point numéro 2, il faut savoir que j'ai pensé au financièrement, cœur une des victoire supporters. en Conférence League, Rapporte de l'argent. Ah non, mais ça, bien Plus sûr. d'argent. Mais, Ça te ramène des personnes au stade, ça te remplit le stade parce que tu as des matchs à domicile, donc Bien ça sûr, te bien fait de la sûr. billetterie aussi. non, mais je parle. Là, je parle émotionnellement pour les supporters uniquement. Je parlais que de ça. Bon, moi, Mais je bon. pense que c'est Ah quand non, même je pense qu'ils ont c'est tous assez envie de kiffant vivre, d'aller jusqu'en finale, même si tu la perds, mais tu as Ouais, ça, non, mais les c'est- émotions des quarts et des demi. Bien quand sûr, même. mais en fait, ça dépend. C'est propre à chacun, ça. Oui, oui, Après, sur la Coupe, en Coupe de France, vous inquiétez pas, ils se disent tous la même chose. Bien sûr. Parce que Lorient, il se dit qu'il peut aller au bout, Nice se dit qu'il peut aller au bout, enfin toutes les équipes qui sont présentes encore, Toulouse. Et surtout, etc. ces équipes-là, elles ne peuvent pas jouer l'Europe avec Ah, le c'est ça. championnat. hein, Donc et pour que- eux, c'est une opportunité. Hein, Mais c'est ça, c'est une aubaine. c'est ça, exactement. On a vu en direct aussi les matchs qu'il y avait avec l'excellent Florian Fischer qui est à la régie. On les revoit. Lorient-Nice, c'est ce soir. Marseille-Toulouse également. Et demain soir, il y aura Lyon-Lens, comme vous l'avez évoqué il y a quelques instants, messieurs. Maxime, toi, un mot quand même sur le côté historique de cette qualification? Bah, franchement, j'ai envie de revivre une finale, ne serait-ce que pour nous, au Direct Racing, parce qu'on avait passé un super week-end à Lille. Je sais pas, moi j'ai travaillé tout le week-end alors Oui. que vous avez fait la fête. Donc, enfin, j'ai pas travaillé tout le week-end. Je suis sorti du stade C'était à un 4 bon heures du week-end. je suis sorti du stade à 4h du matin, il y avait plus personne. Ah. Il y avait tout le stade était fermé à Lille, c'était n'importe quoi et eux ils étaient tous en boîte en train de faire la fête parce que le Racing avait gagné, c'est magnifique. Ça, c'est- Quelques-uns. Mais rien que pour ça, ouais, j'aimerais revivre ces émotions-là. Ouais. Mais que ça soit à domicile ou à l'extérieur, on est capable de se qualifier pour la finale. Mais c'est sûr, revivre des émotions à la Méno pour se qualifier en finale, ça serait avec plaisir. Une préférence pour le prochain adversaire quand même ou pas du tout? Ah, j'aimerais bien éliminer Marseille. Marseille à la Méno?
Ça va faire plaisir à JP Savo, à côté de toi, ancien joueur de l'Olympique. Laisse Habib Bey tranquille. Il a déjà assez de problèmes. Laisse-le tranquille. En plus, en Strasbourg-Marseille en finale, c'est très bien. Il n'a pas encore de problème. Non, pas encore, mais Strasbourg-Marseille en finale. Ça se trouve, il y aura Toulouse En à la finale, fin de ça sera incroyable, ouais. Avec la victoire du week-end dernier, c'est bon. Il est limité Une semaine pendant 2 jusqu'à semaines. samedi. Attention, parce qu'il joue Toulouse, ne pas sous-estimer Toulouse. Ah, mais hein, Toulouse, qui- bien sûr. Ah, ouais. Ouais. Toulouse, c'est pas fait. Costaud. Hein. C'est pas fait, effectivement. Toute dernière pause, et puis on va parler du match de ce week-end du côté d'Auxerre. Il y a pas mal de choses à dire, parce que là, on redescend, on revient dans notre quotidien. C'est la Ligue 1. À tout de suite. Dernière partie de l'émission et on va parler du déplacement à Auxerre. C'est ce samedi soir, 19h de mémoire, la rencontre, 25e journée du championnat de Ligue 1. Le Racing Club de Strasbourg qui reste sur un match nul face à Lens qui, en tant que résultat, est pas mauvais, mais par contre s'est fait un petit peu distancer, compte désormais 5 points de retard sur les places européennes. Messieurs, qu'est-ce que vous attendez de ce match ? Est-ce que, je l'ai écrit comme ça dans mon conducteur, mais est-ce que c'est un vrai test de maturité après cette qualification en Coupe de France en demi-finale, Seb ? Test de maturité, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que ça va être un match difficile parce que Auxerre joue sa survie. Pour l'instant, ils sont en ballottage favorable pour les barrages, mais c'est loin d'être acquis. Donc, ils ne sont pas forcément dans une bonne période non plus, même s'ils ont gagné à Metz il y a 15 jours. Après, moi, je trouve que cette équipe d'Auxerre, pour l'instant, elle a des résultats qui ne correspondent pas à ce qu'elle démontre. Je pense qu'ils ont moins de points que ce qu'ils devraient avoir. Par rapport au contenu qu'ils ont proposé et certains matchs que j'ai pu voir, ils ont souvent été en déficit de points. Et donc, ça veut dire qu'il y a quand même de la qualité dans cette équipe-là et que ça ne va pas être un match facile. En train de compter. Sur les 19 derniers matchs de Ligue 1, ils en ont gagné 2 au Auxerre. Vous connaissez les adversaires contre qui ils ont gagné ? Metz, 2 fois. Metz 2 fois. Metz 2 fois. Ça serait je serais juste chez toi, ça serait une faute de parcours pour le Racing de ne pas aller s'imposer du côté d'Auxerre, là ? Faute de parcours, oui et non. Faute, forcément, parce que tu risques d'être distancé un peu plus à la fin du week-end si tu ne prends pas les 3 points. Mais comme je dis, pour avoir vu cette équipe de Auxerre plusieurs fois, et notamment contre les gros, j'ai souvenir des matchs contre Marseille, j'ai souvenir des matchs contre Lens à l'aller-retour, où Lens gagne, mais c'est pas forcément mérité sur le contenu. Et donc ça veut dire qu'il y a de la qualité dans cette équipe. Et je pense qu'en plus, jouer les grosses équipes les aide. Parce qu'ils ont quand même un jeu, notamment avec des joueurs offensifs qui sont capables de vite profiter des espaces que tu vas libérer. Donc ça va être un match tactiquement important et à bien négocier. Parce que bien sûr, toi, il va falloir que tu gagnes. Mais en même temps, il va falloir savoir gérer ses contre-attaques adverses parce que Auxerre peut être redoutable là-dessus. Auxerre compte 6 points de retard sur le premier non relégable, Nice, et compte qu'un seul petit point d'avance sur le 17e Nantes. C'est la plus mauvaise attaque de Ligue 1, 19 buts marqués. Et par contre, c'est une défense qui est assez solide, mine de rien, malgré leur positionnement. 35 buts encaissés, c'est autant que Rennes, c'est moins que Monaco, c'est un tout petit peu plus que Strasbourg. José, ce match-là, ça sera quoi la clé ? L'erreur, ça serait de se dire qu'il faut aller là-bas la fleur au fusil et puis de se dire que de toute façon, il faut gagner à tout prix. Donc je pense qu'il faut trouver un certain équilibre dans le jeu défensif. Parce que quand on va perdre le ballon, si mes souvenirs sont bons sur tous les matchs que j'ai vus, ils ont quand même de la qualité devant, hein, et notamment un attaquant qui percute énormément. Donc, Sinayoko, hein, c'est ça. Voilà, c'est ça. Il nous a déjà fait mal par le passé. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'il faut y aller de manière sereine, construire la victoire sur l'ensemble du match et surtout éviter éventuellement les faits de jeu qu'on a pu connaître notamment au Havre. Qui vous plombe. Voilà. Je pense qu'en temps normal, on se doit d'aller chercher 3 points à Auxerre.
Ça, c'est sûr. Mais il ne faut pas qu'il y ait de grains de sable, comme il y a eu le genre de fait de jeu qu'il y a eu avant. Donc c'est pour ça qu'il faut rester, il faut y aller la tête froide, avec l'objectif de ramener les 3 points, mais construire la victoire sur les 90 minutes ou les 95 minutes. En janvier, donc Sébastien l'a dit, ils ont perdu que 1-0 face à Lens. Ils ont également perdu que 1-0 face au Paris Saint-Germain. Là, il y a une lourde défaite face à Rennes, 3-0, et ensuite un match nul face à Lorient. Maxime, sur ce match-là, est-ce que justement le match face au Havre, comme l'a dit José, est-ce que finalement c'est une bonne piqûre de rappel pour les Strasbourgeois de savoir ce qu'il faut faire et pas faire là ? Oui, c'est une bonne piqûre, le match du Havre, ça va nous servir de leçon par rapport à ça. Après, un des anciens consultants, pour ne pas le nommer, Jackie, disait qu'à chaque fois, il n'y a aucun match facile, et quand on donnait des fois des pronostics un peu plus élevés, il était assez mesuré par rapport à ça, il avait entièrement raison. C'est un autre match, mais une bonne défense, on a beaucoup parlé de ça dans l'émission, mais Jessim Yacine, justement, par rapport à des défenses assez rugueuses, pourrait, je pense, apporter quelque chose. Ce petit plus pour faire la différence peut-être en 1 contre 1 et débloquer une situation, donc... moi, je suis confiant sur ce match-là. On va certainement pas gagner 4-0, mais je nous vois bien enchaîner. Un test de maturité, je pense, c'est peut-être un peu fort comme terme, mais on est capable, en tout cas, d'enchaîner ce match et une victoire à Auxerre. Ouais. JP, c'est un match qu'il faut prendre comment ? Ça veut dire avec beaucoup de sérieux, je le sais, mais ça, je... Non, il faut le prendre sérieusement, il faut le gagner, ça c'est sûr, parce que je pense que les adversaires, j'ai vu, Rennes va à Nice. Lille reçoit Lorient. Je vais te faire un point sur... J'ai regardé juste avant. Donc Rennes va à Nice, ça c'est sûr. Qu'est-ce que Rennes est aussi en bonne forme. Il ne faut pas lâcher le wagon de tête. Donc il va falloir faire un bon match sérieusement. Pas prendre cette équipe de Auxerre à l'Algère parce qu'ils jouent le maintien. Ils ont un coach comme Pélissier qui a un bon coach et qui a de l'expérience aussi sur ces équipes, qui jouaient souvent le maintien. Donc voilà, mais maintenant c'est sûr que si on veut rester dans les 6-7 premiers, il va falloir faire un résultat à Auxerre et pas faire la même chose qu'au Havre. Tu soulignes quelque chose d'important. Est-ce qu'on a le classement, Florian Fischer ? On n'a pas le classement, vous ne l'avez pas sous les yeux, mais Monaco qui est devant le Racing Club de Strasbourg, qui est devant le Racing Club de Strasbourg avec 2 points de plus, se déplace du côté du Paris Saint-Germain. Vendredi Donc ça, soir, c'est effectivement, ça va ouvrir le bal de cette 25e journée. Marseille qui se déplacera à Toulouse. Oui. Qui joue La déjà revanche. à Toulouse, la revanche. Et un Nice-Rennes, effectivement, très important. Lille qui va jouer Lorient, là aussi, c'est pas fait pour les Lillois. Ouais, parce que Lorient, c'est dur aussi d'aller gagner là-bas. Là, 10e cette saison, Lorient, équipe très sérieuse avec un goal average 33 points. négatif. C'est pas... 2 points du Racing. Qui est déjà assuré quasiment d'être maintenu, qui va jouer un peu qui plus d'autant plus va être libéré, donc Tout à fait, c'est ça. va jouer sans pression. On va faire quand même un tour sur le classement des pronostiqueurs. L'année prochaine, on va faire un classement des pronostiqueurs rallongé avec toutes les personnes qui viennent sur le plateau. Ça sera sympa. Florian Fischer qui va nous afficher ça et qui va vous l'afficher. Pour moi, il a beaucoup d'importance ce classement puisque je suis leader depuis 5 journées consécutives désormais. Ça ne m'était jamais arrivé. Ça fait bizarre d'être devant quelque part, tu vois. Donc c'est moi qui dois ouvrir le bal des pronostics. Je vais mettre 2-1 pour le Racing Club de Strasbourg. Dorian qui n'est pas là, je vais lui demander. Ensuite, il y a Julien qui n'est pas là non plus. Mais on va faire le tour de plateau. JP Sabot. 2-1, exactement 2-1. comme toi. Ouais. 2-1 pour le Racing. Qu'est-ce qui te fait penser qu'on va gagner que d'un but ? Parce que ça sera un match très difficile. Auxerre va jouer sa peau, surtout à domicile. Donc non, 2-1, ça va être un match. C'est sûr qu'il n'y aura pas trop. Je ne pense pas un score très large. José Guerra. Moi, j'aimerais qu'on ne prenne pas de but déjà. Ça serait bien. Un clean sheet, ça ferait du bien. Donc moi, je vois un 2-0. 2-0 pour le Racing Club de Strasbourg. 2-0, ouais. Scénario, match fermé, match un peu ouvert quand même. Non, Parce que finalement, Auxerre n'a pas trop le choix non plus. Là. Il reste 10 journées. Eux, ils sont obligés de prendre des points, quoi qu'il arrive. Mais c'est clair que le scénario, nous, on n'a pas besoin de mettre de la pression. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de stress. Si on gagne le match sur la durée, ça va aussi. Je veux dire, aujourd'hui, l'enjeu pour eux est beaucoup plus important, je pense. Donc, moi, je vois bien marquer assez rapidement et après procéder un peu plus sur un jeu plus direct et en transition et marquer le deuxième but dans le dernier quart d'heure. Sébastien Roy, ton pronostic. Tu as le droit à un joker si tu ne veux pas donner de pronostic. 1-0 pour le Racing. 1-0, c'est aussi une courte victoire. C'est une courte victoire. Match difficile. Je pense que le match
va être difficile et je ne vois pas Auxerre partir la fleur au fusil malgré le besoin de points qu'ils ont. Je pense qu'ils vont construire leur match d'abord en essayant de ne pas prendre de but et de profiter des espaces que le Racing pourrait laisser. Maintenant, si tout dépendra de l'entame de match, si tu arrives à marquer Namasso, voilà, faire jouer aussi, mais ils ont des attaquants de Namasso, voilà, faire jouer aussi, mais ils ont des attaquants de profil d'espace. Et puis le Racing n'est quand même qu'à 2 points du top 5. Là, il faut tout de suite recoller ce que tu disais tout à l'heure en préambule. Là, il faut y aller, quoi. Messieurs, un point rapide aussi. La semaine prochaine, le Racing va jouer en Coupe d'Europe. Là, on rentre vraiment dans la phase éliminatoire, donc c'est pour ça que je me permets de vous poser la question. Petit tour de table rapide. Maxime, je vais venir à ton prono. Je crois que je ne te l'ai pas demandé. Je sais que je suis pas dans une forme olympique. Non, mais en fait, vu que le classement, vu que sur le classement, il n'y a que toi, moi, il y a Flo aussi. Je n'ai pas encore posé. Flo, ton pronostic pour ce week-end? 3-1 pour le Racing Club de Strasbourg ou pour Auxerre? Donc 1-3. Si tu veux être juste. Est-ce que tu peux juste nous afficher le classement, s'il te plaît? Maxime, est-ce que tu as eu le score exact ce week-end? Non, j'avais dit 3-1. T'as dit 3-1. Ah oui, comme moi, on avait dit la même chose. Moi, j'avais aussi dit 3-1 hier soir. Maxime, qui est 7e avec 12 points, un peu détaché, avec 1 point seulement de Florian. On y croit. On lâche. Quoi ton prono pour samedi? Comme José, 0-2. 0-2 en faveur du Racing Club de Strasbourg. Tour de table rapide, après on s'arrêtera là-dessus. Jusqu'où ira le Racing Club de Strasbourg en Coupe d'Europe? Ils vont aller jusqu'en finale. Jusqu'en finale? Oui. Je les vois aller jusqu'en finale. Ils ont les capacités, la qualité. L'adversaire, je pense qu'ils sont meilleurs que les adversaires. Après, il y a des contextes aussi à l'extérieur qui sont un petit peu difficiles. Mais ils ont les qualités pour aller en finale. En grand nom, sur notre tableau aujourd'hui, il n'y a que Mayence finalement. Avec tout le respect qu'on a pour toutes les équipes, il n'y a aucun match qui est facile, je dis pas ça à la légère. Mais effectivement, tu n'as que Mayence finalement qui peut vraiment t'embêter sur le papier, quoi. Oui, mais non, mais je pense que l'objectif du club, c'est d'aller le plus loin possible et de même gagner la Coupe d'Europe. Maxime? Bah ouais, gagner la Coupe d'Europe, c'était Méga qui l'avait tout de suite dit en début de saison. Honnêtement, ça nous avait fait un peu bizarre d'assumer dès le début ses ambitions. Mais force est de constater qu'on arrive à faire ce parcours-là. Donc aller en finale, je signe dès demain. Je suis un peu mesuré. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce sentiment que peut-être on va se faire sortir en quart ou autre. Mais qu'on va aller en finale de Coupe de France. Mais encore une fois, j'espère me tromper. Mais j'ai un petit doute quand même que si on arrive à chercher cette Coupe d'Europe. Et après, il y a l'investissement du club aussi qui est assez important. Ouais, et je pense qu'ils se doivent d'aller en finale par rapport à l'investissement de tous les joueurs qui sont arrivés et de toutes les sommes qui ont été mises sur la table. On est d'accord. Après, tu as des clubs qui mettent 500 millions en un été, qui perdent face à Wolverhampton à la 96e, tu vois. Donc dans le football, c'est pas la même couleur. Non, mais on dit ça, mais de manière très sérieuse dans le football, tu sais aussi mieux que moi même d'ailleurs que des fois, t'as beau mettre tous les moyens possibles, que des fois c'est compliqué, quoi. Mais là, l'équipe. Après, là, c'est bien fait. Et c'est ça. assez construit intelligemment. Donc, pour moi, ils peuvent aller jusqu'en finale et ils doivent aller jusqu'en finale. José? Globalement, il y a une obligation de résultat, quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, on est sur les 3 tableaux, mais dans le football, les choses vont très vite. Donc, on peut aussi tout perdre en peu de temps. Mais je vois pas ça, je vois pas ce scénario parce que je sens une certaine sérénité et une vraie volonté, bien sûr du club parce qu'ils ont mis les moyens pour le faire, mais je sens une vraie sérénité et des vrais objectifs de la part du groupe et du staff, quoi. Et il y a une vraie unité là-dedans et on sent qu'ils sont formatés pour gagner des choses. Donc ça fait partie aussi dans le recrutement. Les joueurs qui ont été recrutés, c'est des joueurs qui justement ont aussi le mental nécessaire pour se fixer des vrais objectifs et élevés. Et moi je pense qu'en Coupe d'Europe, c'est comme la Coupe de France, je veux dire, quel que soit l'adversaire, on parlait de Mayence, mais quel que soit l'adversaire, je pense qu'il y a la volonté d'aller au bout et on a les qualités pour le faire. D'autant plus que le Racing. Et pour aller la gagner. D'autant plus que le Racing accueillera à chaque fois le match retour à la Méno. Tout à fait, c'est un avantage. C'est un paramètre encore une fois important. Tout à fait. Seb, toi, ton sentiment? Non, moi, sur le sentiment, déjà, ils sont dans la partie de tableau qui est ouverte, pour moi. Il vaut mieux être de ce côté du tableau. Et pour moi, ils se doivent d'aller jusqu'en finale. Parce que, autant sur la Coupe de France, comme on disait tout à l'heure, suivant l'adversaire que tu tires, c'est sur un match sec. Ouais, c'est ça. Alors que là, ils ont un effectif supérieur à toute cette partie du tableau. Et c'est sur 2 matchs. Donc, tu peux passer à travers un match, mais, entre guillemets, tu as quand même une roue de secours sur un deuxième.
Donc je pense que c'est plus abordable d'aller en finale en Conference League, avec le parcours qui est peut-être le leur. Mais c'est une année où tu peux espérer un titre en Coupe d'Europe, parce que je pense par rapport à cette Conference League, ils ont l'effectif qui leur permet de pouvoir la gagner. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. Seb, ton actualité, c'est quoi? Est-ce que tu vas à la salle de sport chez JP? Qu'est-ce que tu fais? Écoute, non, pourtant j'habite pas très loin, je pourrais y Ah oui, aller, c'est ce que mais j'allais dire. problématique, c'est que je peux partir du jour au lendemain, donc c'est toujours compliqué de prendre des engagements à Tu es encore dans l'observation? Est-ce que tu fais quoi actuellement? Actuellement, je suis pas mal de matchs. Déjà, à chaque fois que le Racing joue à domicile, je vais les voir. Ce week-end, j'ai fait Metz aussi. J'essaye de faire les matchs aux alentours, Nancy, voilà, et puis même les matchs amateurs alsaciens. Là. J'ai vu pas mal de fois Bissheim, Colmar, Haguenau. La semaine prochaine, je compte aller voir le derby de la R2 pour savoir qui va monter, mais il y a le Racing qui joue en même temps, donc pour l'instant, mon cœur balance. Il n'y a pas de débat, Il faut aller à Gaspolsheim. Entre Geisbourg Pour Aubernais. Geisbourg Aubernais. donc, Pas niveau classement, ça dit quoi là? Quelqu'un joue dans une des équipes? De temps en temps. ils ont On dû est revenir à repassé égalité devant ce ce week-end. week-end. On est repassé devant au goal average ce Vous êtes week-end. repassé devant? Chilique, ouais. Ils ont perdu contre Chilique et Ils nous, ont on a perdu contre gagné. les derniers, hein. Premier Ouais. contre Bon, dernier. Chilique a Mais bon. fait jouer les U19 Ouais, il y a eu 19 nationaux. NAS, toute l'équipe. Enfin, il y avait 9 bonhommes, ouais. Donc voilà. S'il vous plaît, Sébastien Roy. Oui, Mais ça serait bien de respecter un peu le temps de parole de chacun. C'est un peu comme aux politiques. Donc pour la semaine prochaine, j'hésite encore, donc on verra. Non, sinon, je fais pas mal de matchs. J'ai fait aussi quelques formations avec l'UNECATEF. Là, il y avait des formations notamment sur l'anglais. Ok. Et puis la semaine prochaine, une formation sur l'employabilité avec tout ce qui est présentation, comment mener un entretien. Et puis forcément ce qui touche à tous les réseaux sociaux, puisque maintenant c'est devenu important. Donc voilà, je vais faire ça la semaine prochaine, ça m'occupera. Et en même temps, ça fait du bien de voir du monde et de parler football. Ouais, et puis là, de toute façon, les rencontres vont s'enchaîner. Donc les émissions du Club 1906 LCR vont s'enchaîner aussi. Donc on te reverra sur le plateau. Avec plaisir. José, JP, il y a Cédric Canté, il y a tout ça encore. Donc ça sera un plaisir de te retrouver Avec parmi nous. En plaisir. tout cas, on a encore beaucoup de choses à se dire, notamment sur le passage au Racing Club de Strasbourg. Juste encore, effectivement, rapidement, qu'est-ce que tu retiens de ces années Racing là? Parce que tu as marqué quand même au fer rouge aussi l'histoire du Racing. Alors dans l'ombre, forcément, hein, quand on est adjoint, c'est toujours un peu la problématique, mais au final, tu étais toujours là. Ouais, ce qui marque, c'est forcément l'aventure déjà humaine que j'ai pu connaître, que ce soit avec les différents staffs, en partant avec François et Guy au départ, puisqu'on n'était que 3 dans le club. Il faut le rappeler, Et ça, puis, 2011, vous étiez effectivement plus que 3. Et puis, il y avait Keller. même un certain Jonathan qui était en support sur les déplacements, qui nous filmait les matchs à l'époque. C'est sacré. Ouais, on en parlait avant. C'est vrai qu'au tout début, quand le Racing a repris vie avec François, Seb et Guy, en fait, il n'y avait personne qui filmait. C'était Seb qui devait aller en tribune alors que c'était l'adjoint. Il devait filmer les rencontres. À un moment donné, on s'est dit, mais attends, va au bord, on va filmer pour toi, quoi. Ouais. Il y avait Donc, Steve à l'époque encore avec nous et tout. C'est ça, ouais. Donc vous nous donniez un coup de main à l'époque aussi pour faire remonter le Racing et on a réussi dans cette mission avec François, après Jackie, après avec Thierry. Et voilà, il n'y a pas eu que des moments faciles. Non. Parce que C'était souvent le maintien. c'était souvent le maintien, mais même, je me souviens de la saison de CFA où JP peut en parler aussi. Hein, je nous revois encore, nous, dans le bureau du staff après le match du Moulin où tu reprends 4-0, oui. 4-0 à domicile et J'étais dans la tribune, les où gars. tu as, C'est pour ça d'ailleurs. où tu as des faits de match et des scénarios qui font que tu as aussi des joueurs qui sont blessés après ce match-là et 3 jours après, tu dois aller à Moulin avec, entre guillemets, les gamins, quoi. Parce que je me souviens, Robin Binder. c'est même Robin Binder qui marque à Moulin Exact. le but du 1-0 et tu avais des joueurs qui n'avaient pas forcément l'habitude de jouer. Et en fait, ces gamins-là t'ont permis d'enclencher la spirale qu'on connaît parce que derrière, tu dois faire 7 victoires et 1 nul, je crois, sur les 8 derniers matchs. Notamment un succès du côté de Grenoble, si j'ai pas de bêtises. Ouais, Grenoble, où tu gagnes 2-1 et Match on compliqué. est en pris en rouge aussi là-bas. Ouais, c'est ça, match je crois que c'est Anto qui prend le carton Ouais. rouge, non, Anthony Siki. Avec Guillaume Gueclin qui est Jésus dans le but Ouais, ce jour-là. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu que des moments faciles, mais c'est vrai que par contre, ça a été des souvenirs et des émotions incroyables.
Tu Quand on y retiens pense. quoi, toi, JP, de ton passage à Strasbourg avec Seb? Mais que du positif, c'était. Moi, je trouve déjà que l'entraîneur adjoint il est plus important que l'entraîneur principal, surtout au quotidien, la semaine. Ouais. Voilà. Et la relation avec les joueurs, on peut être plus près de l'adjoint que du coach principal. Humainement, je parle. Je parle pas footballistiquement, mais je parle humainement. Et je pense qu'il a cette importance. Et on le voit aujourd'hui dans les staffs de Ligue 1. Moi, j'étais contre Lens, là, à côté du banc. L'adjoint, Pierre Sage, il n'a pas dit un mot du match. C'est son adjoint, Alioui, je crois, Ouais. qui a harangué tous les joueurs et qui était proche des joueurs, etc. Donc voilà, avec Seb, on avait cette proximité. Même si avec François, la proximité a été importante, mais avec Jackie, il y avait plus de distance. Donc voilà, avec Seb, on avait la capacité d'échanger, de dire nos sentiments, notre façon de penser aussi. Et si on avait des problèmes, on n'allait pas voir Jackie, on allait voir Seb. Et tactiquement et au niveau des entraînements, c'était très intéressant. En plus, ça, c'est un rôle qui a beaucoup évolué. Alors, dans ton passage, tu étais adjoint, ensuite, tu étais en charge des coups de pied arrêtés. Voilà, il y a vraiment un rôle qui a évolué. Ensuite, il y a eu les drones, etc. etc. Ouais. Enfin, en 10 ans, il s'en est passé des choses. Ouais, c'est le côté positif aussi qui m'a permis de me construire et de m'ouvrir à certaines choses aussi. Parce qu'on voit que maintenant, le foot, c'est plus uniquement ce qui se passe sur le terrain, c'est tout, avec tout ce qui se passe notamment au niveau de la data, qui a pris une importance considérable. Il faut que tu sois capable de pouvoir comprendre comment ça fonctionne, sans être forcément un expert là-dedans, mais de pouvoir comprendre comment ça fonctionne et surtout qu'est-ce que ça peut amener à un staff et à un entraîneur. On a Tommy de Jong qui nous regarde là, qui a mis un petit commentaire. On le salue. Tommy de Jong, que tu as connu. Ouais. Non, tu n'avais pas joué. C'était CFA2 uniquement. C'était CFA2. Tommy de Ouais. Jong qui a fait partie de cette équipe aussi, qui a cette première pierre en fait finalement de tout ça. Mais après, en termes d'image, ce que moi je retiens, c'est... Alors tout le monde te parle forcément de la finale à Lille et de la victoire, mais moi presque l'image la plus forte de mon passage, c'est ce match de Raon l'Étape à Épinal, quoi. J'y étais. C'est presque ce Enfin, match-là on y était qui... tous, non? Ouais, je pense. C'est presque ce match-là qui, en termes d'émotion... Et c'est Parce celui que qui signe le vrai retour en fait dans le monde pro. Ouais, et puis c'est surtout un vrai soulagement, en fait. Ouais. Parce que la saison avait été tellement difficile que tu revenais de nulle part. Et finalement, en abordant le match, tu te disais que tu n'avais pas le droit de te rater sur cette dernière marche. Ouais. Alors que 2 mois avant, plus personne ne croyait en toi, quoi. Et, C'est vrai. et c'est ce côté-là qui t'a amené aussi une pression en disant de ne pas tout gâcher sur un dernier match. Et puis, la préparation avait été un peu aussi perturbée, puisque le match avait été reporté d'1 semaine. C'était chaud, hein, parce Donc, que donc ça avait- Délocalisé. ça avait pas été, c'était chaud, hein. ça n'avait Très, pas très été compliqué. forcément facile à préparer. Mais parce qu'en plus, nous, il fallait absolument gagner. Ouais. Donc, tu abordes le match en te disant, de toute façon, tout autre résultat qu'une victoire te laissera C'était ça. en CFA. Donc, voilà. Et après, le scénario du match qui est aussi incroyable parce que tu fais un 0, 2-0, 3-0. Et nous, je me souviens, à 3-0, on était sur le banc avec François à dire attendez, les gars, c'est pas fini. Et quand David marque, Ouais. tout le monde pense que le match est fini. Et finalement, 3-1, 3-2. Et François qui avait sa doudoune Ouais. alors qu'il faisait 30 degrés. Il l'a enlevé maintenant, je l'ai vu là dans les loges. Non, mais c'était- J'ai demandé, il l'a enlevé là. C'est vrai qu'il gardait sa doudoune tout le temps parce que il est superstitieux. C'est ça. Donc, mais bon, il y a beaucoup d'entraîneurs et de joueurs qui le sont. Ouais. Non, toi aussi, t'es superstitieux un peu, toi? Non, pas tellement. Non, pas tellement. Pas tellement. José, toi? ouais, mais sur des aspects pas très... Le slip, quoi. Pas très visible. Par exemple. Ouais. Non, mais on l'est tous un peu, quoi. Bien sûr. Voilà. Ouais. T'as connu, enfin, je sais que t'as connu, mais quelle image toi t'avais de ce Racing-là, justement, avec Thierry Lauré notamment? Bah, on était tous derrière le club, parce que... Sauf quand on jouait chez Lica. Oui, bien sûr. Bah, Bien sûr, bien sûr. ouais. Le derby aller-retour Ouais, bon, en écoute, CFA2 n'était pas forcément facile On à... prenait rarement des points, donc pour nous, c'est vous qui deviez être... voilà, donc surtout que le club est reparti de zéro, quoi. C'est ce qui s'est passé, hein. C'est le tremblement de terre qu'il y a eu au moment où le club a coulé, je dirais, et encore un grand coup de chapeau à tous ceux qui sont restés et qui ont aidé
ont servi de socle pour repartir, quoi. Hein. Donc le chemin était long, mais pas si long que ça, parce qu'il y a très peu de clubs qui repartent de CFA2 et qui arrivent en 10 ans, je crois, ou 12 ans à être en Ligue 1. Donc voilà, donc je trouve que le chemin a été long naturellement parce qu'il repartait de loin, mais il a été rapide sur la performance. Donc, elle s'est construite avec des gens locaux d'abord, et ceux qui sont restés, alors que c'était la fuite en avant pour tout le monde, hein, que ce soit pour les joueurs, pour... C'est vrai. Voilà. Le Donc, centre de formation, c'était bien on n'a aidé, pas assez relevé tout ça parce que voilà, au départ c'est parti de là, quoi. Après le rachat du club avec les actionnaires et tout, donc il est important de relever aujourd'hui où est le club aujourd'hui et ce qui a été fait pendant ces dernières années, quoi, ces 14 dernières années, quoi. Mais c'est ce que je dis, il y a Juste 15 ans, il y a 15 ans, t'es à 2 doigts de disparaître. Aujourd'hui, t'as une nouvelle tribune sud, flambant neuve qui... Mais c'est bien pour le club, bien sûr. c'est bien ça a pour le été fait club, par c'est bien étapes. pour la ville, c'est bien pour le foot français aussi. Ah oui, C'est bien clairement. pour tout. Et chaque club aimerait avoir cette évolution. Hein. Tu regardes les Girondins de Bordeaux aujourd'hui, qui étaient Mais c'est vrai, un hein. très grand club français. Absolument. Ils sont en CFA, ils n'arrivent pas à remonter en national. La CFA, c'est le championnat le plus compliqué parce que c'est très homogène. Et un grand club comme Bordeaux a du mal. Donc c'est vrai qu'il faut se féliciter de toute la reconstruction du Racing, du début jusqu'à maintenant, avec l'évolution du club qui va avec son temps. Ce qui est le plus dur sur ces clubs-là, comme dit JP, pour que ce soit Strasbourg, nous à l'époque, ou maintenant Bordeaux, ou tous ces clubs-là, c'est qu'en fait, quand tu arrives le plus dur, c'est de sortir des divisions amateurs. Parce que en fait, tu arrives avec une histoire. Et quand tu joues, voilà, c'est ça. Donc Bordeaux a 34 matchs de Coupe de France à jouer parce que, comme nous à l'époque, chaque adversaire, ils ont coché que 2 matchs dans l'année. C'est Bordeaux pour eux cette saison, c'était Strasbourg à l'époque, voilà, parce qu'entre guillemets, tu arrives, t'es les PSG du championnat, quoi. Et tout le monde n'a qu'une envie, c'est de battre cette équipe-là à l'aller et au retour. Moi j'ai connu ça avec Colmar, quand j'y suis allé en R2. Le club venait de couler, mais c'est exactement ça. Tous les week-ends, tu joues un match de coupe parce que les mecs qui sont là, ils t'attendent. Et donc c'est assez particulier quand même, hein, parce que dans la région, je veux dire, c'est un club quand même qui était en national, qui était au port de la Ligue 2. Tu te dis, bon, tu vas être soutenu un peu par les clubs voisins. C'était tout le contraire, quoi. Et des là, fois... excuse-moi, José. Et là, c'est pareil, quand tu vas jouer, encore que tu es en CFA2 ou CFA, tu joues pas beaucoup d'équipes locales, hein, mais quand tu vas à l'extérieur, tu es attendu partout, parce que pour eux, c'est un honneur de jouer le Racing Club de Strasbourg, et c'est encore plus un honneur si tu arrives à les taper, quoi. Et parfois, un seul homme peut faire que tu es l'équipe à abattre. Moi, je me rappelle quand j'ai fait venir Jackie Duguay-Pérou à Maestratsheim, chez les Crues de Pur, là-bas, tu vois, je peux te dire que tous les week-ends, c'était chaud. Tous les week-ends, c'était chaud. Et tout le monde provoquait Jackie. Jackie, c'est un sanguin. Tout il le monde répondait pas, ça va. Non, il répondait pas. Et puis, il provoquait pas du tout, Jackie. Non, mais franchement, on était l'équipe à abattre au plus petit niveau. Tu vois, c'est ça qui est incroyable. C'était dur. Hein. Alors, j'ose même pas imaginer, justement, en CFA et en national. Tu as pu l'imaginer, puisque tu suivais le Racing à l'époque. Oui, mais... Donc, tu as vu ce qui se passait aussi. Bien sûr. Voilà, dans certains contextes, dans certains stades, ou même en national, c'est pas évident. Hein. Quand tu allais jouer à Marseille-Consola... JP était là. Marseille, Consola. T'avais des matchs où... joué, ce match-là ? Ah oui, j'ai joué, ouais. Ma mère toi, l'a pris, ma femme, tout le monde a pris. Mais moi, je me rappelle surtout d'un carton rouge de JP, c'était à Colmar. Ouais, 5 secondes, 30 secondes. Ce carton Contre rouge. M-Tir. Ouais. Mais il n'y avait rien. Il n'y avait pas grand-chose. Comme d'hab. Est-ce que tu n'avais pas pris aussi un carton rouge à... Est-ce que tu n'avais pas pris un carton rouge à Jura Sud aussi ? Oula, non. Ça... Non, on va pas faire le tour de ces cartons. Non, mais parce que JP, c'était un peu un show. Je me suis calmé. C'est vrai ? Et ça, c'est l'âge. Ah, je sais pas, c'est Et là. puis tu vas moins vite. Ah, je vais au milieu maintenant. Jura Sud, je me souviens plus. La seule chose que je me souviens, c'est qu'on avait fait 0-0 sur un synthétique où il faisait moins 10 degrés. Ouais, Ouais, Un match en semaine. Non mais ça rappelle des vrais souvenirs et je vois dans les commentaires il y a beaucoup de gens qui sont et d'ailleurs on a encore beaucoup de monde qui nous suit parce que ça rappelle beaucoup de souvenirs à des suiveurs et on a vécu des trucs à Mais encore en Coupe de une France, fois, je pense que voilà, ce qui a été vécu, c'est extraordinaire, que ce soit pour les gens qui étaient à l'intérieur de ce projet ou pour les gens qui nous ont accompagnés. Maintenant, ce que je trouve dommageable aujourd'hui, c'est quand je vais au stade et que je vois malheureusement cette fronde qu'il y a contre l'actionnaire. Je peux comprendre sur le fond,
Mais pour moi, aujourd'hui, c'est quand même une chance d'avoir et le président, Marc Keller, qui a fait ce travail-là depuis 12 ans, un peu plus maintenant. 14 ans. Ouais. Parce qu'il a repris le club en 2012. Il C'est ça. faut aussi savoir, parce que moi, je suis bien placé pour en parler puisque j'y étais, si lui et quelques investisseurs alsaciens n'arrivent pas en 2012, le club redépose le bilan l'année suivante. Donc. Oui, parce que c'est Sitterlé qui reprend, Frédéric Sitterlé qui reprend en 2011, Voilà. une année un peu tumultueuse et tout ça, et derrière il a fallu récupérer. Il est surtout là sur les 6 premiers mois, et Ouais, les 6 derniers mois, tu finis pratiquement tout seul. Mais... Donc il ne faut pas que les gens oublient. Parce que je pense que tout le travail qui a été fait, et aujourd'hui, si le club en est là, c'est aussi une grande partie de son travail qui en est récompensée. En même temps, si tu suis l'évolution du football de ces dernières années, tu ne pouvais pas faire autrement. Tu ne pouvais pas rester sur le modèle qui était le leur actuellement. Comme Reims, regarde où ils sont aujourd'hui. Moi, je peux parler de Metz parce que tout le monde... J'y étais encore ce week-end et c'est la guerre entre les supporters et le président, mais... Il n'y a aucun débat sur le fait que, de toute façon, pour moi, Marc, il a sauvé le club 2 fois. La première fois, quand il l'a acheté, et la deuxième fois, quand il l'a vendu. Ouais. Voilà, tout simplement. Pour moi, il a sauvé le club 2 fois. Donc, en 2012 et quand il l'a vendu à Bluco. Donc, c'est pas compliqué. Aujourd'hui, on serait dans des situations hyper compliquées. Aujourd'hui, tu serais dans une situation où je pense que tu n'aurais plus d'équipe. Parce que tu aurais été obligé de vendre tes meilleurs joueurs. On prend les derniers, Jorque, Thomasson, tous ces joueurs-là, Bellegarde, auraient dû partir. Mais juste pour vendre, pour rentabiliser, pas pour rentabiliser justement l'équipe et l'améliorer, mais pour rembourser tes infrastructures, le projet pour club, rembourser ton entraînement. Voilà. Le projet stade. Le projet stade, aujourd'hui, il existe, il a été monté il y a 10 ans. Donc, au moment où Marc Keller initie ce projet-là, les fonds, ils doivent sortir du club. Alors au départ, tu as une grande partie qui est prise par les collectivités. Oui, mais par contre, effectivement, il y a un gros reste à charge du club qui au départ n'était pas aussi important. Après, il y a eu l'inflation avec l'Ukraine et tout ça. Donc effectivement, il y a... Non, mais c'est important de le souligner. Si tu dois demain au final, ce qui sortir devait être 5 millions se retrouve à 30 millions. Si tu dois sortir 30 millions, comment tu fais ? Tu vends les joueurs. Une fois que tu as vendu les joueurs, et si tu arrives à récolter 30 millions, après tu fais comment pour jouer ? Bien sûr. Donc voilà. Alors qu'au moment où... Il n'y a pas de débat. C'est un éternel débat. Mais en fait, éternel débat. Mais le problème, tu sais, et quand José a ce type de discours... Et pour finir, je te coupe juste, et c'est là où je voudrais attirer un petit peu l'attention des gens et surtout des supporters, parce qu'on sait qu'ils aiment ce club-là et que le Racing fait partie du patrimoine alsacien. C'est prendre 2 minutes de recul et de se dire, aujourd'hui, qu'on est normalement un club qui doit finir dans les 5 ou 6 chaque année, parce qu'on a une puissance financière qui nous permet de pouvoir avoir cette équipe-là, qui nous permet d'acheter les meilleurs joueurs, d'avoir alors peut-être des joueurs prêtés de Chelsea chaque année qui changent, mais en attendant, tu es capable de récupérer des joueurs à 20 ou 30 millions, ce que tu n'aurais jamais pu acheter avant, et donc de construire une belle équipe. Et je pense que pour t'identifier, tu as besoin des joueurs qui mouillent le maillot. Et quand tu vois aujourd'hui des Panicelli, des Barco, des Enciso, je veux dire, tu peux reprocher qu'il n'y ait pas de stabilité dans la durée comme tu as pu avoir avec des joueurs qui restaient 3 ou 4 ans. Mais c'est des joueurs qui te montrent quand même qu'ils ont un attachement et qui défendent les valeurs du club. Parce qu'ils ont, des qualités d'abnégation, de don de soi. Pour moi, c'est admirable, ces garçons-là. Donc, je pense que les supporters doivent s'identifier à ça. Après que Marco reste 1 an, 2 ans ou 3 ans, c'est encore un autre débat. Mais il faut que tu sois capable de soutenir ces joueurs-là. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vas au stade et que pendant un quart d'heure, tu as l'impression que tu joues un match à huis clos ou tu joues un match amical, ça dessert l'équipe. Et je pense que les joueurs ont besoin de ce soutien-là et que le club sera plus fort si tout le monde est uni derrière l'équipe. Je te rejoins à 200%. On a le même avis sur ces grèves. On va pas encore... je vais pas en parler. Ouais. Mais moi, ce que je trouve encore plus dommageable, c'est que tu as beaucoup de gens, et j'en faisais aussi partie, qui vont critiquer cette grève des UB, mais en fait, il n'y a personne qui va prendre le relais non plus, tu vois. Et ça pourrait être fait. Et au final, on se retrouve pendant 15 minutes. En fait, moi, j'ai la cathédrale en face de moi. Et en fait, j'ai l'impression d'être dans la cathédrale, tu vois. Je l'ai dit 10 fois déjà. Je veux dire, on n'a pas eu une grève. D'une grève, on est passé à 2
grève. C'est ça. Parce que pendant 15 minutes, c'est le COP qui fait grève, et pendant 1h15, c'est le reste du stade qui fait grève. Parce qu'aujourd'hui, ils ne répondent plus au COP, et c'est dommage. Et je veux dire, de toute façon, c'est un débat d'idées, la multipartialité, et ça, ils ont le droit de l'évoquer, il n'y a pas de problème. D'accord ? Ce qu'il ne faut pas, c'est les attaques personnelles, ok ? Et puis après, c'est penser à soutenir le club. Je veux dire, on a eu des matchs hyper compliqués, on a besoin d'un stade en feu pour aller chercher des points à la 92e, à la 90 plus 4, c'est encore mieux. Hein. Mais aujourd'hui, il faut qu'ils comprennent que c'est des moments pour un footballeur, c'est des moments importants d'être poussé dans ce genre de confrontation. Et aujourd'hui, on l'a plus. Ouais. Aujourd'hui, on l'a plus. Voilà. Et donc, que eux, ils fassent grève pendant 15 minutes, je l'entends. De toute façon, on a compris qu'on n'arrivera pas à les faire bouger. Mais par contre, que le reste du stade, après, derrière, pendant 1h15, qu'on vive à l'unisson. Voilà, qu'il y a à l'unisson, quoi. Et qu'il y ait une communion et qu'on puisse aller chercher ces points-là qui parfois vont nous faire défaut, quoi. Après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense qu'aujourd'hui, tu as la chance d'être engagé. Tu es en demi-finale de Coupe de France. Tu peux terminer dans les 5 ou 6 premiers du championnat. Tu as l'Europa League qui est là. Conférence League, qui est là, pardon. C'est un lapsus. C'est pour l'année prochaine. Mais voilà, tout le monde aurait rêvé là en 2011 ou 2012 de pouvoir faire des matchs comme ça. Et c'est ça où il faut avoir le recul en se disant je préfère aller peut-être voir un match à Mayence plutôt que d'aller à Steinsels à l'époque. On en parlait sans dénigrer personne, mais voilà, il faut se rendre compte de la chance qu'on a aujourd'hui d'être supporter du Racing, avec un club qui a la capacité de pouvoir investir et de pouvoir avoir une bonne équipe. Ouais. Ça veut dire qu'on va jouer des demi-finales, on va jouer une demi-finale de Coupe de France peut-être à domicile contre Marseille, contre Lyon, contre Lens, quelle que soit l'équipe. Toulouse, Lorient. Et pendant un quart d'heure, il ne va rien se passer. Ouais. On va jouer en Conférence League, peut-être en demi-finale. À un moment donné, tu vas jouer le match de la finale chez toi, le match retour, et puis on ne va pas chanter pendant un quart d'heure. Et puis il ne va rien se passer pendant 1h30 parce que derrière, pendant 1h15, c'est le reste du stade qui ne chante pas. C'est pas possible. Je veux dire, aujourd'hui, si on veut aider l'équipe et le club à atteindre ses objectifs, à un moment donné, il faut que tout le monde prenne conscience de ça, quoi. Voilà. Voilà. On a accordé une grande partie de cette fin d'émission. On a un peu débordé, je suis désolé, messieurs. Max, programme de la semaine ? Programme de la semaine, beaucoup de visites immobilières. C'est assez chargé en ce moment, donc on va pas se plaindre. Un tournage aussi à venir d'ici quelques semaines à nouveau sur Paris pour M6, l'émission à laquelle je participe. Et un petit peu de foot quand même, plus forcément en R2, mais voilà. On va terminer les derniers mois. Qu'il a pris à Gaspolsheim. Je peux rappeler, ça m'a remis les idées. C'est combien le score à Gaispo ? Je sais plus. 8, 9. Hors taxe ? Ouais. Si tu veux voir éventuellement un match pour le maintien, c'est peut-être aussi bientôt, Sébastien. Merci Maxime d'avoir été avec nous. Avec plaisir. JP, programme ? Travail, les salles de sport, entraînement demain, match à Ohlungen, pas loin d'ici, dimanche, match en retard. Et après, je vais faire les qualifications avec l'équipe de France militaire pour les Jeux mondiaux aux États-Unis à partir du 20 mars jusqu'au 27 mars. Ça, c'est coché sur le calendrier depuis un moment. Ouais, ça c'est important, surtout pour eux et pour moi aussi. Ça sera mon dernier objectif. Les États-Unis pour les mondiaux. Ouais, les États-Unis, je sais pas s'il faut y aller en ce moment, mais voilà, ça sera dans un an. Hein. Mais oui, ça sera à Charlotte en 2027 si on se qualifie. On joue contre Chypre, le Luxembourg et Pays-Bas. On rappelle juste tes salles de sport. Erstein, Aubernais, la franchise Keep Cool. Keep Cool, voilà, il y a un site internet, c'est facile. Vous pouvez voir John là-bas, de temps en temps. J'ai l'abonnement Erstein, mais mon GPS ne trouve plus le chemin. Non, on est un petit peu débordé. J'avais promis d'en parler, Boris m'a demandé de le faire. C'est très intéressant, ça c'est l'information de la soirée. Hein. Je ne sais pas si c'est des amoureux du loto bingo. Je sais pas s'il y en a qui aiment les loto bingo. Non, mais pourquoi j'en parle ? Parce que c'est pour une association. Donc l'intérêt, c'est de soutenir l'association. Donc c'est l'escale de Betschdorf et ça sera ce samedi 7 mars à partir de 17h30. Donc loto bingo, je ne sais pas si on voit quelque chose. Voilà. À Betschdorf, je ne sais pas si vous trouvez ça sur Internet. En tout cas, et à mon avis, il y a de fortes chances. Tu ne sais pas quoi faire samedi ? Il y a loto bingo à Betschdorf. Et les lots à gagner ? Chez Albert Gamrich. Il y a des lots à gagner. Bien sûr. Mais lesquels ? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi ? On a pris pour un commissaire-priseur ou pour un huissier de justice ou comment on fait ? Merci, José. Programme de la semaine ? Moi, je vais reprendre la compétition
Foot golf. Donc, Ah oui, maintenant c'est la qu'il fait première beau. compétition maintenant qu'il fait beau. Donc samedi à Soufflenheim, il y a le premier tour régional avant de préparer le premier rassemblement de l'équipe de France à Roanne pour préparer la Coupe du Monde à Acapulco fin mai, début juin. De foot golf. Je précise. Foot golf. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, voilà. On ira faire en fin de saison. On avait Avec dit grand qu'on plaisir. ira faire Tu viendras avec nous, JP? Moi, je suis l'entraîneur adjoint de José, je pars à Acapulco aussi. JP connaît, il a déjà joué. Hein. Ouais, le fils caché, le fils caché. C'est très très dur. Non, il Enfin, a- c'est totalement différent du il a foot, déjà mais joué. c'est Et très dur. tu viens avec nous faire ça? Ouais, pas de souci, pas de souci. Il y aura Cédric Kanté aussi. Ouais, pas de problème. On va s'amuser. Ouais. Bah, on va prendre une rousse déjà de la part de José et après on verra. Ah, de toute façon, c'est individuel. Hein, donc, et on fera des matchs Ouais. par équipe. Tu as testé? T'aimes bien? Très bien. Ouais. On avait fait Tu une viendras fois avec avec nous le- aussi, alors. On avait fait une fois avec le staff On sera de 25. Racing et on a fait une fois avec les joueurs à Metz. Ok, d'accord. Bon, on testera ça. Et puis Florian Fischer, tu testeras aussi, peut-être. Merci Florian Fischer qui est à la Real. Merci beaucoup Seb. On te retrouve prochainement. Avec plaisir. on espère, sur le plateau, tout comme José. Merci. Avec grand plaisir. Merci JP, merci beaucoup d'avoir été Avec plaisir. présent. Merci Maxime, merci Plaisir. à toutes et tous. On vous souhaite une très belle soirée. On se retrouvera donc lundi pour le Club 1906 LCR. Ciao. Ça y est, l'application Ostro 100% gratuite est disponible. Je te la présente en moins d'une minute. Avec Ostro, tu retrouves un fil d'actu 100% sport avec les publications de tes amis, leurs activités sportives et tous les événements organisés près de chez toi. Tu veux créer ton propre événement? C'est super simple. Tu choisis un lieu, un rendez-vous, une date et une heure et ton événement est prêt à être partagé soit à tous les sportifs autour de chez toi, soit à ton club ou juste à tes amis. Et pour le côté sécurité, vous pouvez même créer des événements juste entre femmes. Télécharge Ostro.